Salut à toutes et à tous, live de Planète 360, hein, la chaîne YouTube qui balance des scoops que les médias mainstream ne veulent pas parler. Aujourd'hui, une affaire, je dirais, qui sort de l'ordinaire, une affaire digne d'un James Bond, mais c'est la réalité, la vraie vie. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour en parler, nous invitons Franck Coustet, victime justement de cette affaire. Salut cher Franck, comment ça va? Bien, bien, Mike, bonjour, bonjour à tous. Bien, je vais très bien. L'affaire, par contre, perdure depuis déjà trop longtemps, mais en ce qui me concerne, je vais bien, même si je suis encore, comme je te le disais en antenne, je suis encore, bien entendu, toujours harcelé et toujours victime d'accidents qui sont en réalité des actes criminels. Voilà. Alors, je vais mettre les plats dans le pied. Non, pardon, les pieds dans le plat plutôt. Parce que les plats dans le pied, c'est pas très bon. Non, ça va te faire du mal surtout. Voilà. Alors, tu accuses Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre luxembourgeois et l'ancien président de la Commission de Bruxelles, de meurtre et de vol. Ce sont des accusations très, très graves. Oui, pour lesquels ils n'ont jamais fait démenti, hein. Comme tu le sais, il y a déjà des vidéos, mais c'est pas seulement comme tu le sais. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque j'ai saisi, déjà j'en ai parlé au procureur général de l'époque, en 2013, qui a transmis au procureur d'État, hein. Donc c'était fin novembre 2013. Je dis, est-ce que vous êtes prêt à couvrir un meurtre et deux tentatives d'assassinat? Là-dessus, en réalité, quand je me suis constitué de partie civile, je n'avais pas encore les dates précises du principal légataire qui était décédé, donc non pas, comme me disait l'héritier au départ, au mois de juillet 2010, mais au mois de juillet 2009. Le mois de juillet 2009 correspond en réalité au fait que l'héritier m'ait monté donc un document de... Alors, on va parler de cette affaire. Ne t'inquiète pas, parce que cette affaire est très compliquée. Et donc, on va aller du début, comme ça, de A à Z, petit pas par petit pas, pour que tout le monde comprenne. Parce qu'en effet, c'est une affaire mais extraordinaire. Je vais te dire une chose, c'est à peine compréhensible. Et d'ailleurs, je te salue pour ton courage, parce qu'il faut avoir un sacré courage pour dénoncer quand même Jean-Claude Juncker, qui n'est voilà, pas n'importe qui, ancien président de la Commission de Bruxelles. Et d'ailleurs, depuis ce temps, comment vis-tu? Est-ce Très que tu mal. reçois des menaces? Est-ce que ta vie est un enfer aujourd'hui à cause de Oui, ça? oui, ben, c'est ce que je te disais au départ, quoi. Je suis toujours harcelé, je suis toujours emmerdé par les services administratifs français, hein. Donc ça a pris le relais quand Monsieur Macron est allé voir le grand-duc de Luxembourg, puisque tu parles de Jean-Claude Juncker, mais ça va plus haut encore, ça va jusqu'au grand-duc, la famille grand-ducale de Luxembourg. Et bien entendu, donc ils se sont arrangés. Alors je ne sais pas quel est l'arrangement entre Macron et bien entendu le grand-duc de Luxembourg, ce qui fait qu'à partir de 2018, les actes criminels ont repris. Ce qui fait qu'il n'y a aucune enquête d'aucun procureur, hein, donc vraiment de M. Hugues Verrem, donc le Oui. procureur Et tu as d'Arras. été d'ailleurs dernièrement victime, il y a quelques mois de cela. Euh, Raconte-nous ce dont tu as été victime. Tout simplement, comme d'habitude, je crois que je dois être à ma cinquième voiture. Tout simplement, la voiture a été trafiquée. Donc, en réalité, dans un virage que je prends depuis 25 ans, je n'ai pas pu tourner et la voiture est restée droite. En fait, il y avait eu un moyen, un système de serrer, enfin de ne pas pouvoir donc passer les commandes. En tout cas, les commandes ne répondaient plus. Et je me suis retrouvé dans le talus. J'aurais pu me retrouver dans un arbre en contrebas. Et bien sûr, tout était ouvert, sachant qu'en plus, à ce moment, à cet endroit-là, il n'y avait aucune possibilité d'appeler les secours. Donc après, j'ai dû sortir de la voiture et j'étais en plus avec mon grand garçon. Et donc, on partait dans ce bois, donc ils nous ont bien entendu surveillés. J'ai appelé la police, qui était peu encline à voir cela. Ils ont relevé le numéro de châssis, en sachant que j'ai dit que cette voiture avait été préparée, peut-être même changée, et que, bon, comme d'habitude, quoi, il n'y a rien qui se passe, hein, absolument rien. Donc tu étais avec ton fils. Ça Oui, veut oui, dire tout à fait. que euh, si on peut parler d'attentat, si ça avait réussi, euh, toi-même et ton fils auriez pu perdre la vie. C'est quand même grave. Mais bien entendu, et c'est d'autant plus grave qu'en 2016, ils ont reproduit exactement les mêmes schémas. Lorsqu'en mai 2016, j'ai averti le procureur général de Luxembourg que j'allais donc saisir les journalistes, hein, à l'époque. Quelques jours après,
donc la mère de mes enfants a eu son réservoir crevé au pot d'échappement dans le but de faire exploser le véhicule. Et ça a été un acte intentionnel. Donc même ma famille est en danger, il faut le savoir. C'est-à-dire que, par exemple, on voit que, je sais pas moi, que quelque chose a été découpé dans ta voiture, et de l'huile peut-être, des traces sur de la route, enfin, un peu Alors, comme en dans les l'espèce, films, quoi. non, en l'espèce, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la mère de mes enfants était sur la route, elle n'avait plus de gasoil alors qu'elle venait de faire le plein. Et donc, elle s'est arrêtée et puis elle est allée donc chez un garagiste qui lui a dit ce sont des coups de tournevis qui ont été faits intentionnellement. Donc, j'ai fait une plainte auprès du parquet de Thionville qui a, je crois d'ailleurs, reçu la mère de mes enfants, qui elle, en plus, si tu veux, comme dans toute cette affaire, effectivement, il y a un certain nombre de personnes, et ça peut-être qu'on en reparlera, qui s'éloignent de ce genre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai perdu un certain nombre d'amis entre-temps, et puis c'était donc la mère de mes enfants, mais ce n'est plus mon épouse. Donc en réalité, si tu veux, bon, elle se disait peut-être que voilà, c'est du fruit du hasard. Non, c'est pas le fruit du hasard, c'était une menace très bien dirigée contre mes enfants pour pouvoir éventuellement me faire renoncer à dire la vérité, c'est-à-dire que M. Jean-Claude Juncker, mais pas que lui, hein, M. Jean-Claude Juncker, François Bilgen, la famille Grand-Ducal, sont des escrocs criminels, c'est-à-dire ce sont les commanditaires de l'assassinat de M. donc François U, on va l'appeler. Alors, du coup, toi, à suite de cette affaire, tu te retrouves totalement seul. Les gens se détournent de toi. Tu es dit, voilà, que. Est-ce que, par exemple, tu as divorcé à cause de cette affaire? J'ai pas divorcé à cause de cette affaire. Par contre, j'ai eu un certain nombre de relations ensuite avec quelques femmes que j'ai dû quitter parce que c'était insoutenable au quotidien pour elles. C'est-à-dire qu'elles se faisaient surveiller, elles se faisaient ouvrir la maison, on était sonorisés, enfin, c'était intenable. Donc, je suis resté dans mon coin, et c'est d'ailleurs ce qu'ils voulaient faire, hein, du harcèlement en vue de pouvoir me faire péter un plomb, comme on dit, hein. Donc, oui, il faut avoir la tête sur les épaules. Ce qu'il faut dire, si tu veux, c'est que euh, ce qui était plus important, c'est que je connaissais ce genre de méthode et que ça ne m'impressionne pas. C'est pas ça qui m'impressionne. Vraiment, la plus grande déception, je répète encore une fois, la plus grande déception, c'est que les avocats ne font pas leur travail, les juges d'instruction ou les procureurs n'ont pas fait leur travail, en tout cas jusqu'à présent. Maintenant, on va voir ce qui va se passer là, ici. Mais en attendant, ils n'ont jamais fait leur travail, ou s'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas montré. Et puis, les journalistes, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce président de la Commission européenne est victime, et moi j'ai rencontré, je veux donner des noms parce que il s'agit pas simplement, François Perrin, par exemple. François Perrin qui avait donc lancé l'affaire LuxLeaks et qui, donc lorsque je vivais en Belgique, parce que j'ai dû fuir la France, hein, la France me harcelait, mais voulait me buter, quoi. Faut être très clair. Alors quand les gens disent ouais, mais s'ils avaient voulu, non, il faut me buter, mais il faut me buter accidentellement. Voilà, comprenons. Donc à un moment donné, il faut dire les choses. Parce que si, bien entendu, c'est une balle ou c'est autre chose, ben forcément, on dira c'est un assassinat et là, c'est 30 ans. Alors, je vais quand même. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, Jean-Claude Juncker a un passif dont visiblement les journalistes ne parlent jamais, en plus de ton affaire. Hein. Et ça, moi, j'ai mis 10 minutes à enquêter, ça n'a pas été compliqué. Et j'ai trouvé 2 informations sur M. Jean-Claude Juncker dont personne ne parle. Hein. Et je vais les lire pour le coup, pour en plus accréditer tes thèses. Voilà. M. Jean-Claude Juncker démissionne de son poste de Premier ministre en 2013. Alors, il est expliqué qu'il démissionne à la suite du scandale concernant les services de renseignement accusés d'avoir constitué une véritable police secrète et politique en fichant illégalement des centaines de milliers de citoyens. Wikipédia. Et Wikipédia me donne la source du Monde qui explique qu'il y a les services de renseignement que le procureur d'État Robert Bibier a lui-même qualifié de police secrète. Donc le procureur d'État du Luxembourg qualifie de police secrète les méthodes de M. Juncker. Un procès fleuve s'est ouvert en février devant une chambre criminelle. 2 gendarmes membres d'une unité d'élite sont jugés pour avoir participé à des attentats dans les années 80. Ça veut dire que M. Juncker emploie des gendarmes
qui participe à des attentats dans les années 80. Je pense qu'ils participent. Enfin, ces attentats ne sont pas faits de leur fait seulement. Je veux dire, ils ont ordre de les faire. C'est-à-dire qu'en gros, le Luxembourg, qu'est-ce que c'est? C'est une république bananière? Alors, c'est plus compliqué que ça. En fait, je connais bien cette affaire. J'ai même rencontré d'ailleurs le gendarme qui a été accusé. Alors déjà, c'est Juncker effectivement qui a demandé. C'était sur un CD gravé. Et sur ce CD gravé où il y avait toutes les conversations qui ont été remises au Grand-Duc, une fois de plus. Donc au Grand-Duc, ben, comme par hasard, ils n'arrivent pas à le décrypter, ce CD. Ah, c'est incroyable ça. Hein. Donc il y avait des conversations très sérieuses. En réalité, c'est plutôt d'ailleurs le Grand-Duc. Il faut plutôt voir d'ailleurs ça dans la famille grand-ducale, une nouvelle fois, encore une fois, dans les années 86, où ils ont fait des attentats sous faux drapeau pour permettre en réalité à d'autres personnes de faire monter la mayonnaise, si j'ose dire. Là, Juncker était également Premier ministre. Effectivement, donc il a constitué un fichier pour lequel d'ailleurs il ne sera même pas accusé, enfin il ne sera même pas condamné, il faut le savoir. Mais c'est justement d'ailleurs à cause de cette affaire qui rebondit, donc l'affaire Baumler, pour la citer, c'est à cause de cette affaire Baumler que Juncker démissionne au moment où cette affaire, l'affaire dont je vais te parler après, au moment où Juncker cherche, fais-toi bien parce qu'il faut intéresser les gens, il cherche les 80 millions qu'ils ont détournés en volant, mais en tout cas en vendant d'abord Cargolux aux Qataris à l'époque. Une société luxembourgeoise. Une société luxembourgeoise, de droit mixte, d'économie mixte. Et il cherchait donc à détourner 80 millions de cette vente pour pouvoir donc la porter dans le cadre de ce qu'ils avaient volé dans mon affaire. Et donc ils ont signé, alors ça c'est très... voilà, il faut comprendre une chose, et quand on comprend ça, on comprend ce qui se passe au Luxembourg. Sous des abords de république très familiale, sous des abords de droit très respectés, en fait, on est vraiment dans la république bananière. Et j'en veux d'autant plus à Juncker qu'en réalité, il a critiqué les pays de l'Est, notamment la Pologne, la Hongrie, ou d'autres États de l'Est pour leur corruption, ainsi d'ailleurs que l'Italie, pour la grande corruption en Italie. Mais moi, je dis déjà, regardons devant sa porte. Quand je vais citer le nombre de non-droits qu'il y a eu, le nombre d'illégalités qu'il y a eu dans cette affaire, si ça, c'est pas une république bananière, au centre de l'Europe, je sais pas comment on appelle ça. Mais visiblement, ça n'intéresse personne, puisque M. Juncker, 6 mois plus tard, devient président de la Commission européenne, c'est-à-dire le personnage le plus important de l'Union européenne. C'est une promotion, quoi, en fait. C'est encore plus grave que ça, Mike. C'est encore plus grave que ça. Parce qu'en réalité, non seulement il y avait une médiation pénale en cours, à laquelle je n'étais pas invité, bien entendu, parce que moi, je n'aurais pas tombé dans le panneau, ça c'est sûr, j'aurais fait les choses, puisqu'à l'époque, l'héritier, je lui disais maintes et maintes fois, écoute, ça suffit, arrête de travailler avec Juncker, il te donne aucun double, donc le jour où ça va pas, il t'aura rien. Ben, c'est ce qui s'est passé, déjà. Oui, parce que voilà, l'histoire c'est quoi? C'est que tout commence comment? C'est-à-dire que tu as un ami, voilà, qui devient héritier d'une riche famille. Il n'a pas de lien avec eux de sang ou familiaux, mais il devient héritier d'un couple, voilà, parce que voilà, ils sont très amis et que bon bah ils souhaitent léguer leur fortune à ton ami. Alors, malheureusement, Monsieur Juncker et l'État luxembourgeois lorgnent sur cet argent. Vas-y, je vais reprendre. C'est encore plus grave que ça. Ça a commencé dès 2007. Mon ami me fait voir un terrain au Luxembourg, proche de son travail, en me disant, voilà, Franck, je vais avoir cette donation. Encore une fois, je suis ravi pour lui, donc on la voit parce qu'on est vraiment très amis. Il est même parrain de mon troisième, enfin bon, on est vraiment très très proches. Je le considère comme de la famille. Et en réalité, donc son épouse également, et en réalité, ils me font voir ce terrain pour lequel je n'entendrai plus parler de ça pendant, par exemple, un an et demi. Un an et demi après, il me dit, excuse-moi, mais est-ce que tu peux prendre un compromis pour une maison que j'ai prise, puisque il était question d'une donation testamentaire pour cet homme qui connaissait les couples depuis plus de 35 ans. Ce couple, d'ailleurs, le considérait presque comme leur enfant adoptif. Et ils auraient peut-être dû faire ça, mais bon, il m'a dit que juridiquement, ils préféraient rester tel qu'ils étaient. Bon, bref. Toujours est-il qu'en réalité, si tu veux, dès 2007, il lui propose un terrain qui donc sera préempté par la mairie de Luxembourg, déjà, premièrement. Pourquoi serait-il préempté?
Parce que, soi-disant, ils vont agrandir une école à côté. D'accord. Mais ce qui fait réagir le couple, c'est que déjà la préemption du terrain fait qu'ils ne sont même pas payés du terrain. Et là, le couple qui n'avait pas forcément au départ envie de faire tout don de cette donation à cet ami dit ça suffit, ils vont me voler tout ce que j'ai. Donc déjà, ils apprécient pas parce que même s'ils n'ont pas d'enfants, ni d'ascendants, ni de descendants, ils voulaient bien entendu toucher la vente de ce terrain. Ils ont dû donc mon ami dit à un moment donné au couple, écoute, ça fait déjà quelques années que ça dure, moi mes enfants sont grands, j'ai envie d'en profiter, je préfère que tu me donnes cet argent en espèces, entre guillemets, en virement, que je puisse acheter une maison toute faite, plutôt que de reprendre un terrain et de faire construire dedans, et ça va encore durer 3 ans. Et c'est pour ça qu'en réalité, en 2009, en juin 2009, le couple fait une donation, ça c'est très important, la façon dont ils agissent, ils font une donation testamentaire, c'est-à-dire qu'ils disent en juin 2009, voilà, tu as donc l'argent, la somme de cet argent, la somme de ce terrain, tu achètes une maison avec. Une fois que tu es au Luxembourg, eh ben, tu pourras hériter de nous. Alors, il y avait un montage spécifique, mais bon, on ne va pas rentrer en détail. Et là, patatras. Et là, patatrac, parce qu'au mois de juillet, moi, je lui dis, alors, l'affaire est liée, c'est pour montrer déjà que les connexions sont énormes. C'est que la Banque populaire Lorraine Champagne, on va donner son nom, en son directeur, M. Jérôme Batt, qui comprend toujours pas pourquoi, donc directeur de la BPLC Thionville, me dit, écoutez, M. Coustet, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à financer votre bien, puisque j'ai un bien qui me ramène 12%, donc n'importe quelle banque aurait dû se jeter dessus, sauf que le bien immobilier se trouve à Luxembourg, à Dudelange plus précisément, et qu'en réalité, si tu veux, ce bien ne peut être financé que par une banque luxembourgeoise. Je suis accepté par la banque luxembourgeoise, sauf que ce sont des taux variables. Et comme tout à chacun, on sait bien que si les taux remontent, on ne pouvait pas prévoir en 2009 ce qui allait se passer 11 ans plus tard, donc si les taux remontent, je prenais le bouillon. Donc je cherchais à tout prix une banque avec des taux fixes, et la Banque populaire s'était même engagée pour le faire. Donc ça, c'était même engagé en 2005-2006, où j'ai également une trésorerie de côté puisque j'ai réussi à faire quelques affaires et donc j'ai quasiment plus de la moitié de cet immeuble en trésorerie. Et là, la banque populaire de Champagne me donne d'abord un premier hiatus vrai, c'est-à-dire en fin 2006, et un mail de la part de mon chargé de clientèle disant le prêt est accepté. Et début 2007, février 2007, la banque refuse le prêt. Donc je leur dis, je vais traîner. Pourquoi tu refuses le prêt? Ah, bah, sur des motifs, même pas de motivation. Mais ils me disent, vous en faites pas. Le directeur donc de Thionville, hein, Monsieur Jérôme Batt à l'époque, il va vous financer parce que lui, il connaît mieux le marché immobilier à Luxembourg que le mien. Donc, il me finance en 2008 seulement la moitié du prêt. Je lui dis, mais avec la moitié du prêt, je pourrais pas faire les travaux et mes clients, mes locataires vont partir. C'est ce qui s'est passé. Mais il me dit, écoutez, je vous promets, je vous assure, qu'en juin 2009, on révise tout ça. Au lieu de me donner le prêt en entier, il me donne la moitié en me disant, on verra bien comment vous remboursez. Bien entendu, je rembourse correctement. Sauf que les locataires commencent à s'inquiéter en disant, vous vous étiez également engagé à faire les travaux et vous n'avez pas les travaux. Et donc, au mois de juillet 2009, ça c'est très important parce que tu verras après ce que je dirais aussi sur la France, qui est, mais alors, plus que complice. En 2009, M. Jérôme Batt me dit, écoutez, votre situation professionnelle n'est plus la même, il y a un déficit, on va faire un billet à ordre, et ce billet à ordre, c'est un crédit court terme, je ne connaissais même pas la formule, hein, je te le dis tout de suite, et ce crédit à ordre, c'est un crédit court terme, il dit, mais c'est pas grave, il dit, le temps qu'on ait le prêt, et une fois qu'on a le prêt, donc, que vous réclamiez, hein, c'est-à-dire la totalité du prêt, avec bien entendu donc les travaux à faire dedans, eh ben vous rembourserez ce billet à ordre. Je lui dis pas de problème. Et donc c'est avec cet état d'esprit, c'est en signant le premier billet à ordre que je dis donc à mon ami, écoute, la banque m'a fait attendre pendant quasiment 2 ans, et puis maintenant ils veulent pas me financer tout de suite, ils m'ont donné la moitié du prêt. Donc tu vois, hein, on est en 2005, 2006, donc ça a duré un an. J'ai dû payer les loyers aux propriétaires, j'ai dû payer plein de choses. Donc ma trésorerie a diminué. Ensuite, on attend encore 2 ans pour pouvoir me financer la moitié de ce que j'ai réclamé. Puis ensuite, un an après, on me dit ah ouais mais ça va pas encore. Donc on va faire un billet à ordre pour pouvoir éventuellement le faire. Et puis derrière, on va avoir quelque chose. Donc je dis à mon ami, écoute, la banque me fait tirer en long, en large, mais je dis maintenant il va falloir faire des travaux. Il me dit t'en fais pas, Franck. Je vais te donner cet argent. Je lui dis mais non.
Il me dit, si, et il montre cette donation testamentaire. Voilà, on revient à l'affaire Juncker. Bien sûr. Il me montre cette affaire. Et je lis, moi, je lis dans les grandes lignes, je lis pas, c'était pas pour moi, je suis pas non plus quelqu'un de regardant sur les fortunes des autres, je suis pas du tout, encore une fois, il faut bien Mais comprendre. cet argent, cette donation, elle ne devient en réalité jamais officielle. Alors, elle ne devient jamais officielle parce que il y a quelque chose qui est très important. Le notaire, depuis le départ, il me disait d'ailleurs régulièrement, il me disait, le notaire, il dit oui, il faudrait donner ça à 4 familles, oui. Et un jour, le couple s'énerve en disant, on fait ce qu'on veut de notre argent. Ça, c'est très important. Et ça, je l'ai entendu d'ailleurs de Yvonne. À un moment donné, quand on est en 2009, on se retrouve, si tu veux, avec moi un problème bancaire pour financer mon immeuble, et puis derrière, mon ami qui me présente cette donation testamentaire. Je l'avais aidé par ailleurs, il faut être clair, il y avait d'ailleurs une voiture qui était pour lui, enfin bref. Mais enfin, quand on est amis, on ne regarde pas ce qu'on donne, hein, sinon c'est pas des amis. Hein, donc voilà. Donc c'était vraiment pour l'aider, il y avait les enfants qui faisaient, leurs enfants qui faisaient des études, bref. Donc, moi, je lui dis, mais non, tu me le prêtes et puis je te le rends. Non, écoute, ça bon, on se connaît, puis j'en aurai encore assez après, donc voilà. Donc, quand en juillet 2009, c'est pour ça que je peux dire que tout ce qui se passe derrière, c'est qu'en juillet 2009, quand il me dit, voilà, Franck, je vais te donner cet argent pour me financer, j'ai deux sorties, la banque et mon ami. Bien entendu, si la banque m'avait financé, j'aurais refusé l'argent de mon ami. Mais en même temps, il me dit, non, je te fais une donation. Donc, quand je reçois cette donation, je te ferai une donation de cette donation. Voilà aujourd'hui ce qui s'est passé dans le courant du mois de juillet 2009. Et je lui dis, ça va prendre combien de temps? Il me dit, oh, écoute, j'en sais rien, mais moins d'un mois. Bon, en sachant qu'on était aux vacances, je me suis dit, bon, je ne vais pas le harceler avant le mois de septembre pour le faire. Puis en sachant qu'en plus, ma banque m'avait rappelé, j'allais dire, donc au mois d'août, pour renouveler le billet à ordre parce qu'ils n'avaient pas encore réussi à avoir le crédit. Pourquoi est-ce que cette donation n'est jamais venue et pourquoi, d'après toi, voilà, c'est derrière ça, il y a la main de Jean-Claude Juncker? Ah ben ça, on le saura beaucoup plus tard. On le saura beaucoup plus tard, c'est-à-dire que à partir du moment où je fais ma deuxième plainte, enfin deuxième plainte, parce que j'avais fait une première plainte contre la maison de retraite, je fais une deuxième plainte donc auprès du parquet général de Luxembourg, au motif qu'il y a eu entre-temps un deuxième notaire qui avait été nommé, qu'il y a eu donc une donation qui s'est effectuée le 11 juillet 2012, et comme par hasard, donc, on a effectivement donc l'huissier de justice présent sur les lieux, qui représentait donc le tribunal des tutelles, qui prend les documents en disant on va vérifier les documents. Voilà. Donc, à partir de là, il est interrogé par la police, qui essaye de l'incriminer en disant que c'était un voleur de petite vieille et qu'il y avait la notaire qui était complice. Mon ami lui dit, mais attendez, allez voir l'allégatrice. Il dit, tout est fait, allez voir le notaire. Il dit, l'acte testamentaire existe depuis 2009. Donc la police, bien entendu, a fait son enquête. La police fait son enquête. En faisant son enquête, il découvre que ce qu'il dit est vrai. Et donc, ils lui disent, vous êtes l'héritier, il y a encore l'allégatrice, je vous explique que ce qui se passe, la deuxième notaire a volé 12 millions d'euros. Donc, la donation qui était affichée le 11 juillet 2012 était de 23 millions d'euros et que 12 millions d'euros avaient été votés par Martine Venandi. Alors, qui est Martine Venandi? Martine Venandi, c'est la deuxième notaire qui a donc qui s'est affranchie de la première donation pour pouvoir réaliser cette donation qui, donc, pour la première, n'a jamais... La notaire s'est servi, Monsieur Juncker s'est servi... On y arrive. Ah, vas-y. Juncker, on apprendra ses détournements, ainsi que pour la famille grand-ducale, ainsi d'ailleurs que pour Monsieur François Biljeune, qui était à l'époque, donc en 2012, et c'est lui d'ailleurs qui a pris le premier rendez-vous avec mon ami. François Biljeune était ministre de la Justice. Donc, quand je porte plainte en mois d'août 2012, en septembre 2012, François Biljeune donc dit à mon ami, écoutez, on ne veut pas de scandale sur la place, donc la notaire doit vendre son étude avant la fin de l'année
Franck Coustet qui a subi un préjudice et qui donc a une société là en faillite, parce que j'avais une société en faillite qui pouvait être en rabattu encore. Donc si j'amenais la trésorerie, je pouvais rabattre cette société, sachant que j'en avais eu déjà une première déjà qui était passée à la casserole. Donc il me dit votre ami aura également une indemnisation. Il me parle même du prix de l'indemnisation. Ce qu'il dira par contre, François Biljeune, dans le premier rendez-vous, il dira écoutez, il nous faut un mois pour nettoyer. Partez en vacances, mais ne dites surtout pas à Franck Coustet que cette idée vient de moi. Bon, mon ami ne partira pas en vacances parce qu'il n'en avait pas les moyens et parce que tout simplement, il y avait donc des animaux, il y avait un chien et un chat qu'il ne pouvait pas laisser comme ça pendant un mois. Donc, en réalité, il ne partira pas en vacances. Mais Juncker, ensuite, puisqu'il avait quasiment il y a eu entre le mois de septembre 2012, où donc il rencontre François Biljeune, jusqu'au mois de mars 2013, il y a eu à peu près une dizaine de rendez-vous qui avaient été pris avec Juncker. Donc Juncker vient dans ce deuxième ou troisième rendez-vous pour confirmer qu'il ne veut pas de scandale sur la place dans son pays, parce que ça foutrait mal au Luxembourg, et que, bien entendu, il va rendre tout l'argent. Sauf qu'ils essayent également de trouver quelqu'un pour pouvoir avoir une tierce personne à qui donner. La veuve renouvellera encore le fait qu'il y a eu une donation testamentaire avec son mari au mois de juin 2009 et qu'il est hors de question. Parce qu'il faut préciser, ce qui n'a pas été dit là dans l'interview, c'est qu'il y a eu, donation testamentaire faite en faveur de ton ami, et juste après ça, disparition du mari du couple. Alors, c'est plus grave que ça. En fait, mon ami me dit, écoute, voilà, ça va se passer correctement. Mais je suis convaincu que mon ami n'a pas été immédiatement au courant. Et il a été au courant beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire au mois de septembre, octobre, quand la donation ne s'est pas faite. Et à partir de ce moment-là, au lieu de me le dire, et ça, il a eu quand même des grands manquements aussi, au lieu de me le dire, il me fait croire que la donation aura lieu. Pour une raison simple, hein, c'est qu'en fait, comme la donation était déjà actée, donation testamentaire était déjà actée, c'est que en réalité, il savait qu'il allait recevoir quelque chose dès le décès de la première personne, puisqu'il était compris dans cette donation testamentaire que j'ai lue. Donc, il ne s'inquiétait pas, parce qu'il disait, de toute façon, ça va être fait, et bien entendu, le notaire lui faisait croire également que ça allait être fait. Mais le notaire, pour gagner du temps, disait à chaque fois qu'il manquait une signature. Alors, la seule signature qui manquait, en réalité, c'était l'annexe du mois de juin, dans laquelle il devait recenser tout l'actif du couple. Donc, il y avait, bien entendu, un testament qui était fait dans le cadre d'une donation testamentaire universelle pour l'héritier, mais que dans le même temps, il devait recenser l'actif. Moi, je n'apprendrai, je te le dis, c'est pour ça que d'ailleurs, dans ma constitution de partie civile que j'ai remise en 2014, mais le juge ne s'y est pas trompé puisqu'il a demandé une enquête criminelle, d'accord? Donc, moi, en 2014, j'ai dit simplement une chose, enfin deux choses. J'ai dit qu'il y avait eu des montants détournés importants, et deuxième chose que j'ai dite, c'est que j'ai dit il y a eu des accidents plus que suspects à des dates importantes. En réalité, après ma constitution de partie civile, j'apprendrai, en ayant vérifié les choses, que le principal légataire, c'est-à-dire l'homme de ce couple, était décédé quelques jours seulement, peut-être même le même jour ou en tout cas 2 ou 3 jours où mon ami me propose cette donation. Et en réalité, quand j'apprends cela, moi j'interroge Yvonne, et elle me dit, mais j'ai pas compris d'ailleurs, parce que mon mari venait de me demander de faire du café. Donc il dit à Yvonne, je vais faire fais-moi du café, il monte dans son bureau, il prend son fusil, et là, il se met une balle dans la tête. C'est-à-dire que le mari du couple se suicide, quelques jours après la donation, se suicide. Oui, sauf que... Pourquoi on se suicide? Sauf que, excuse-moi, quand tu fais une donation testamentaire à quelqu'un, tu prends soin de la terminer. Et qu'est-ce qui n'était pas terminé? Ce qui n'était pas terminé, c'était le recensement de l'actif. L'héritier
jusqu'en 2013, il n'était pas au courant de l'actif de ces gens. Il n'a jamais été au courant de cet actif. Il savait qu'il héritait de tout, mais il ne savait pas de quoi. C'est quand je fais la première plainte en 2012 que le ministre de la Justice dit, écoutez, on va faire le nettoyage, la notaire a jusqu'à la fin de l'année, et qu'il ne s'en fasse pas, Franck Coustet, sa société sous mon bras en rabattra la faillite. Un ministre de la Justice qui a la garantie, qui vous dit ça, vous le croyez? Donc, je me suis rendu compte en mars 2013, et c'est là où je vais répondre à ta question. Donc, Juncker et Bill Jeune régulièrement rencontraient mon ami pour lui dire, vous en faites pas, ça va aller, on fait le nettoyage, il y a des gens qui doivent payer, il y avait des gens du parquet. Alors, pourquoi cette affaire traîne depuis si longtemps? C'est qu'on apprendra par le procureur général que 52 membres du parquet, 52 magistrats ont volé, ont reçu de l'argent. Sur cette Même donation. sur cette donation, et que plus que 2 juges d'instruction ont été mis en retraite d'office. 2 juges. Donc en réalité, si tu veux, en mois d'octobre, ça se déroule, au mois de novembre, ils signent des choses. Ils signent par exemple des choses, tiens, je vais te donner encore un scoop, ils signent comme quoi 4 partis politiques ont reçu de l'argent, 1,5 million, tous, dont celui de M. Xavier Bettel, actuellement Premier ministre du Luxembourg. Donc Voilà. l'actuel Premier ministre Bien du entendu, Luxembourg est aussi mouillé dans bien cette sûr, histoire de il a reçu au sein de son parti 1,5 million. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, M. Xavier Bettel avait reçu cet argent en vue de rendre service à M. Juncker s'il n'avait pas la majorité, c'est-à-dire concrètement de vouloir éventuellement truquer des élections. Est-ce qu'ils en ont truqué ça Ce qui aujourd'hui? est J'en sais rien. dingue dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression, enfin c'est pas l'impression, c'est que globalement, tout le monde, justice, police, médias, politique, se connaît, tout le monde traîne entre eux et tout le monde est à peu près plus ou moins complice les uns avec les autres. Tu as 400 000 personnes au Luxembourg. La fois dernière, je rencontrais quelqu'un qui me disait bah oui, le Premier ministre, il vient là. Il vient là, on va dire incognito. Tout le monde se connaît. Qui ne connaît pas Juncker aujourd'hui, quoi? Tous les avocats de la place. Il y en a même qui m'a mis en faillite ma deuxième société. Il sait très bien que cette société n'aurait jamais dû être en faillite. Donc, en réalité, si tu veux, on est dans une société, on est dans un pays où seul l'argent compte. Et que ceux qui se servent de cet argent sont des gens qui sont bien entendu aux manettes. Et ces hommes politiques ont également souvent des mandats dans les banques luxembourgeoises. Donc ça, c'est important de le savoir. M. Bettel a un mandat, par exemple. Je ne sais pas s'il l'a encore. Mais M. Bettel était avocat, comme Juncker. Il a bien entendu un mandat au niveau d'une banque. Il a eu un mandat au niveau d'une banque. Et il est aujourd'hui Premier ministre. Et il retournera certainement aux affaires après. Donc, ce qu'il faut bien dire, c'est que tout le monde se connaît au Luxembourg. C'est un petit monde. C'est des familles, des familles. D'ailleurs, la preuve, le procureur d'État, quand j'aurai fait mon enquête en parallèle, parce que jamais personne ne m'en parlera, le procureur d'État, qui n'est autre que M. Jean-Paul Freising, qui ne m'a jamais fait voir mon dossier, M. Jean-Paul Freising n'est ni plus ni moins que le cousin germain, en tout cas de la famille. Enfin, Voilà, tout le monde cousin est germain, même cousin germain de l'épouse. Quelque chose, quoi. Cousin de l'épouse de Juncker, Christine Freising. Vérification Wikipédia, si tu veux. Mais toi, tu as toutes ces preuves. Bon, déjà, la police française ne veut pas agir. Non. C'est quand même dingue. Et tu subis aussi une omerta médiatique française. Total. Total, parce que dès 2015, quand les services de renseignement commencent à me titiller sérieusement, une nouvelle fois, à chaque passage en France, en fait, je prends des rendez-vous, ils me suivent. Donc, il y a l'épisode du pont Moretti aussi qu'on donnera peut-être après. On va parler. On va en parler de l'épisode du pont Moretti. Mais en réalité, si tu veux, tout le monde est au courant. Je commence à diffuser cette information sur les grandes chaînes. Alors, attention, parce que dès 2013, j'avais averti Mediapart par quelques mails, où à l'époque, c'était Dan Israël, je crois, de mémoire, à qui j'envoie donc les plaintes que j'ai faites, et qui sont encore une fois très graves, puisque j'accuse nommément... Est-ce que tu as répondu Mediapart? Jamais. Donc Mediapart
qui pourtant s'enorgueillit d'être, voilà, de sortir des affaires, ne t'ont pas répondu. Est-ce que tu penses que les médias français, la police française, parce que tu as aussi des problèmes avec la police française, travaillent pour le duché? Ah, aujourd'hui, très clairement, oui, bien sûr. Alors, j'ai pas de problème avec la police française. J'ai des problèmes, oui, avec la police française, le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire une certaine police, et non pas la police Oui, classique, hein, bien sûr. mais ce sont les gens du renseignement qui essayent de me buter depuis déjà un certain temps. Oui, la police française a commencé à faire son travail, bizarrement d'ailleurs, à partir de 2017, quand ils se sont rendus compte que là, ça devenait grave, parce qu'en fait, ils avaient été instrumentalisés pour faire croire que j'étais un escroc criminel, donc il fallait me suivre. Et quand ils se sont rendus compte que je commençais à médiatiser, et même d'ailleurs, pour être très clair, la police d'Arras, par exemple, dans le Pas-de-Calais, m'avait même accompagné lorsque j'ai fait ma première vidéo par mon comité de soutien. Il m'a accompagné jusqu'à Bruxelles, parce que je m'en suis rendu compte, j'avais pris une photo, voilà. Bref, il m'avait accompagné jusqu'à Bruxelles, parce que en fait, il se rendait bien compte que moi j'étais victime et que dedans il y avait un assassinat. Mais pour revenir simplement à ce qui s'est passé, j'ai prévenu la police à l'époque, en 2013, lorsque Juncker perd les élections, donc en octobre 2013. Je préviens le commissaire de police de Thionville, en Moselle, euh, à qui je dis attention, protéger 4 familles. Il n'y a pas que moi qui pourrais dire qu'ils sont allés à la cité judiciaire, qu'ils sont allés voir. Il y a 2 autres familles, dont un ancien gendarme, qui peuvent bien stipuler qu'ils allaient raccompagner l'héritier régulièrement à la cité judiciaire pour qu'il signe. Comme quoi, parce que ça c'est très important, c'est pour ça que les chiffres que je tiens, même s'ils ne les ont pas donnés, ils sont bien entendu vrais. C'est-à-dire que c'est pour ça que je préfère prendre chronologiquement, mais c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'en 2013, donc je m'aperçois en mars 2013 que non seulement ma société a été mise en faillite en décembre donc 2012, mais qu'en plus, la notaire est toujours en fonction. Donc là, je préviens l'héritier en disant ça suffit maintenant. Ils te prennent pour un con. Il me dit oui, je sais. Il dit ça suffit maintenant. J'ai dit à Jean-Claude Juncker, pas à Tartampion, il a dit à Jean-Claude Juncker qu'il voulait maintenant porter plainte. Donc c'est Juncker qui l'introduira aux mains du procureur général Robert Beaver, non pas Alors, Billy, tu as mais parlé de Robert Beaver. Dupont-Moretti. Oui, alors Qu'est-ce bon, qu'a ça, fait Dupont-Moretti? bah rien justement. Donc ça c'est déjà un gros problème pour moi. C'est qu'il aurait suffi d'un média ou d'un avocat médiatique pour révéler cette affaire et le souffler tomber. En réalité, j'avais déjà demandé à Dupont-Moretti je pense, en mars 2014, hein, quand j'envoyais tous les recommandés de mise en demeure au Grand-Duc, à Jean-Claude Juncker, à François Biljeune et à Martine Venandy. Donc, Martine Venandy, la notaire, François Biljeune, ministre de la Justice, qui est aujourd'hui juge quand même à la Curia. Enfin, faut s'imaginer quand même. Non, mais le mec, il rend des comptes rendus, donc il est juge. Il juge toutes les, comment dirais-je, toutes les affaires correctionnelles, enfin, certaines, dans sa chambre, il juge les affaires correctionnelles, ce type qui est un escroc criminel au sens où non seulement, bien entendu, il a détourné de l'argent, mais il est l'un des commanditaires de l'assassinat. Donc tu as donné clé en main un dossier à Dupont-Moretti. J'ai donné la volonté qu'il puisse instruire. Donc Et j'allais lui, voir. et lui après, Ah non, c'est encore plus grave que ça. Dupond-Moretti, il aurait dû en parler d'ailleurs parce que il avait fait une plainte par rapport à cette affaire des fadettes. Il aurait pu faire une deuxième plainte puisque je lui ai adressé la plainte que j'avais faite sur Arras, qui est restée également une lettre morte un peu par Monsieur Hugues Vérem, qui sera d'ailleurs promu lorsque Monsieur Bayrou arrivera en décembre 2017. C'est intéressant de le dire aussi ça. Donc Monsieur Hugues Vérem n'a jamais rien fait et pour l'avoir remercié de n'avoir rien fait, il sera donc promu en décembre 2017 et il sera remplacé par Monsieur Lourdel, procureur actuel de la République d'Arras, qui lui, à la différence d'ailleurs de Hugues Vérem, m'enverra systématiquement comme quoi il ne poursuivra pas. Hein, donc avant, il ne le faisait même pas, Hugues Vérem. Donc c'est encore plus grave que ça, puisque je le sollicite en 2014, je sollicite encore une nouvelle fois, puis en 2015, je vais à son cabinet, donc à Lille. Sauf que j'appelle depuis une cabine téléphonique, j'avais plus de portable, puisqu'à chaque fois que j'avais des portables, j'avais des accidents, enfin des actes criminels, hein, soyons clairs. Donc en réalité, je vais à Lille. J'avais appelé, on avait rendez-vous dans les 2 jours.
Et j'arrive donc au rendez-vous avec Monsieur Benoît Cousin, qui est donc en fait l'associé lillois de Monsieur Dupond-Moretti, en tout cas à l'époque, hein, on est en 2015, en mai 2015. Et puis, je commence à discuter, mais je sais très bien qu'un rendez-vous comme ça, puisque j'étais sonorisé, ma voiture était sonorisée, enfin, il s'est passé beaucoup de choses, je ne vais pas raconter dans les détails parce que c'est tellement grave que... Donc, j'arrive là, en fait, et on commence à discuter avec Benoît Cousin, et au lieu de lui dire que M. Juncker faisait l'objet d'une enquête criminelle, il avait un sous-main papier sur lequel j'écris, en fait, le type d'enquête dont il fait l'objet. Et puis, on ressort de son cabinet, et puis là, il me fait voir la porte d'entrée donc de son cabinet. Il dit ah oui, il y a un jour à peine, la nuit dernière, en fait, on s'est fait casser la porte. Et puis, mais enfin, ils nous ont rien volé. Et là, je le regarde, je lui fais mais vous n'avez pas compris encore ce qui s'était passé? On nous a écoutés. Et là, Benoît Cousin qui fait ah merde. En réalité, en fait, les services de renseignement sont même rentrés donc à l'intérieur pour savoir ce qu'il a fait. Alors, ça sera d'ailleurs, ils sauront par le prochain rendez-vous, notamment avec Monsieur Tobossian, avocat pénaliste, où encore une fois, je serai victime d'un faux rendez-vous. Hein, et il voulait savoir ce que j'avais, si vraiment il y avait quelque chose. Il me dit oui, mais vous racontez tout ça, donc il savait déjà. Il m'avait attendu déjà plus d'une heure, donc il avait certainement été au courant que par ma voiture, j'étais là. Et en fait, quand il voit la feuille, il voit donc la page, il regarde. Donc déjà, il est très surpris. Il voit qu'il y avait une enquête criminelle contre M. Juncker. Et puis, il tape tout de suite sur son ordinateur. Et puis, il fait oui, mais bon, une enquête criminelle ne veut pas dire qu'il soit coupable. Je lui réponds, bah non, mais vous comprenez bien déjà que quand on fait une enquête criminelle contre ce type de personnage qui déjà était président de la Commission européenne, c'est qu'il y avait un frisson de présomption. Alors, je vais simplement rebondir là-dessus parce que ça, c'est très important. Vas-y. Quand il y avait un frisson de présomption, moi, j'avais déjà dit au procureur général, monsieur le procureur général, dès novembre 2013, monsieur le procureur général, êtes-vous prêt à couvrir un meurtre et 2 tentatives d'assassinat? Parce que quand l'héritier a rencontré le procureur général, la veille de cette rencontre qui était prévue par Juncker pour son introduction, il était victime également d'un accident avec un bus de la ville de Luxembourg. Il faut savoir qu'en réalité, lui était cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le bus, il aurait brûlé un stop ou il aurait voilà bon et puis là le bus est rentré tous les jours, bien sûr. Voilà bon bref et puis surtout en fait il ne prenait plus ses médicaments. Donc, il était en fait, comment dirais-je, cardiaque. Et avec la violence du choc, en réalité, c'est sa femme qui a écopé de 3 vertèbres déplacées et qu'on a amené à l'hôpital. La voiture a été déclarée en épave. Hein, c'était une de mes voitures, elle a été déclarée en épave. Pour te dire la violence du choc, hein, quand même. Hein. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'il y avait aussi des gens dans le bus qui avaient été, bon, bref, et qui avaient été en fait endommagés. Donc, ça montre bien, hein, si tu veux, que le système Juncker, il fonctionne bien. Soyons clairs. Et le lendemain, là, il est obligé, parce que ça fait quand même trop d'accidents, tu comprends. Donc, le lendemain, Jean-Claude Juncker, le lendemain, hein, pas 10 jours après, c'est le lendemain, Jean-Claude Juncker, donc, introduit auprès auprès du procureur général, Robert Biver, mon ami. Alors, pour te dire aussi la crédulité et la naïveté de mon ami, mais bon, au bout d'un moment, ça devenait quand même de la bêtise. Hein. Je lui ai déjà dit de la connerie même. Hein. Parce que je lui ai dit, prends les plaintes que j'ai déjà faites. Et lui, tout de suite, il me dit, mais pourquoi tu veux que je prenne tes plaintes? Les plaintes, elles ont déjà été faites. Tout ce que tu dis est vrai. Donc, je vois pas pourquoi ces plaintes devraient être introduites comme ça par moi, alors qu'elles sont déjà déposées auprès de la justice. Je dis, écoute, si tu m'écoutes, tu vas m'écouter pour une fois, parce qu'il n'écoutait jamais. Hein. Il disait oui, mais il faisait rien. Tu vas m'écouter, tu vas prendre les plaintes et tu vas les donner à Robert Biver. Et donc, le lendemain, quand il rencontre Robert Biver avec Jean-Claude Juncker, il dit tout de suite à Robert Biver, monsieur le procureur général, je veux déposer plainte. Le procureur général, tout de suite, le rassérène en lui disant, écoutez, soyez tranquille, on va étudier, mais vous savez, une plainte, ça met 1 an et demi avant qu'elle soit à l'étude. Il dit, mais pas du tout, la plainte a déjà été déposée par Franck Coustet, mon ami, qui doit recevoir également, d'ailleurs, une donation de cette donation. Et là, il montre les plaintes que j'avais faites, et comme je faisais des plaintes, je déposais systématiquement avec un tampon qui faisait foi de la date et du parquet.
Et Robert Beaver découvre ma plainte que j'avais déposée sur son bureau donc au mois d'août 2012. Il commence à lire une page, 2 pages, 3 pages, il se lève la tête et il fait « Et cette plainte, elle aurait dû atterrir sur mon bureau. » Il dit « Écoutez, revenez demain, j'en saurai plus et je vous dirai quoi. » Et le lendemain, mon ami vient. Là, Robert Beaver, dépité, dit « Écoutez, j'aime mon pays, on va rendre l'argent et on en restera là. » Et c'est à ce moment-là qu'on apprend non pas que cette famille a un actif de 35 millions d'euros, quasiment, plus éventuellement ce qui restait pour la veuve, mais qu'en réalité, c'est plus de 125 millions d'actifs que cette famille avait. Un sacré pactole, mais justement, ils voulaient se servir de les Juncker et compagnie voulaient se servir dessus. Mais pourquoi, d'après toi? Est-ce que c'est pour un enrichissement personnel? Est-ce que c'est pour les partis politiques luxembourgeois? Est-ce que c'est pour de la corruption? Les deux, les trois même. C'est-à-dire qu'en réalité, d'abord, premièrement, ce couple n'ayant ni ascendant ni descendant, il ne risquait rien. Le jour où il décédait, personne n'irait voir derrière ce qu'ils avaient. D'accord? Ils savaient depuis, d'ailleurs, c'est pour ça que je commençais depuis 2005 à voir un certain nombre de choses. Depuis 2005, en réalité, ils avaient volé cet argent, on l'apprendra par le procureur général entre 2004 et 2005, et puis ils ont dû certainement échelonner cet argent volé jusqu'à voilà. Et en réalité, ils savaient que l'héritier donc était de son état voilà, un ouvrier qui travaillait, hein, bien sûr, mais qui, bien entendu, n'irait jamais voir derrière ce qui se passerait. Il n'était pas au fait du droit. Et ils ont, bien entendu, étudié son milieu. Et le milieu, c'était moi, son ami. C'était d'ailleurs nos seuls amis sur la région. Donc, ils ont eu peur. Je pense que, comme toi, tu es fiscaliste international, ils ont vu que tu l'étais, et donc ils ont pris peur, je pense. Parce que toi, tu aurais vu derrière les magouilles de l'État. Bah, c'est pour ça, exactement, tu as raison là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient bien que je connaissais un peu le droit et que même si je ne connaissais pas le droit pénal à l'époque et que je ne connaissais pas, bon, bref, un certain nombre de rouages, hein, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans le formalisme pour défendre les gens que dans le dur, hein, comme dirait l'autre, c'est-à-dire les peines. Mais en réalité, ils ont bien compris que la seule menace, elle venait de moi. Donc, ils m'ont écarté de ça. Et en me mettant beaucoup de problèmes sur mon dos, c'est comme ça qu'on se charge, c'est comme ça qu'ils font aujourd'hui, hein, pour m'épuiser en fait, hein, en me mettant un certain nombre de problèmes d'harcèlement sur le dos, bah, je m'occuperai de mes affaires et que je ne m'occuperai pas des siennes. Et c'est là où déjà ils ont fait une erreur, parce que moi je savais très bien que cet ami était vraiment sincère, c'est-à-dire par là que j'aurais pas perdu de temps si je pensais qu'il était taré, si je pensais qu'il n'y avait strictement rien, qu'il se faisait mousser et qu'il était totalement mytho ou mégalo. C'était pas du tout ça. Lui, en plus, il vivait de ça. C'est-à-dire par là qu'il avait d'ailleurs, il avait anticipé les dépenses quelque part parce qu'il savait déjà qu'il allait toucher quelque chose. Donc, il n'aurait jamais fait ça s'il était certain de ne rien toucher parce que ça le menait à la catastrophe. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit puisqu'à partir de 2013, mars 2013, 2012, pardon, mars 2012, je me trompe dans les dates parce que ça dure plus longtemps, mais depuis mars 2012, en mars 2012, il a vécu chez moi. Il n'avait plus de maison. On lui avait préempté. Là aussi, j'ai porté plainte. J'ai fait les plaintes pour lui parce que je me suis rendu compte qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Moi, je comprenais déjà et que je voulais tracer d'ailleurs ces plaintes. Je voulais tracer ces plaintes parce que tout simplement, il y avait un moment donné où il comprenait même plus ce qui se passait. Et que moi, je voulais faire la part des choses parce que quand il revenait sans document. Je lui dis, mais arrête de revenir sans document. Ça sert à rien. Alors, j'ai une question. Voilà, l'État, Juncker et compagnie ont mis la main mise sur ce couple de retraités sans héritier, enfin sans enfants. Est-ce que tu penses que l'État fait pareil avec. Il regarde qui sont les personnes âgées qui ont un peu d'argent et qui n'ont pas d'héritier. Est-ce que d'autres couples ont ainsi été victimes de ces mêmes méthodes? Bon, on va le dire, hein. Le grand-duc va finir à la CPI pour crime contre l'humanité. Évidemment. Comment tu peux expliquer qu'avoir une enveloppe de 11 millions, ou 12 millions, ou 13 millions par an puisse nécessiter une fortune aujourd'hui affichée, d'ailleurs, d'après le Vort, à 3,5 milliards. Enfin, il faut se rendre compte que le grand-duc a été mis là en remplacement de sa sœur, Adélaïde, à l'époque, après la guerre de 45, parce que Adélaïde avait mangé quelquefois avec... Le grand-duc, c'est qui? C'est le... Grand-duc Henri. Voilà, donc parce que pour les Français qui nous regardent,
qui peut-être ne connaissent pas les subtilités luxembourgeoises, le grand-duc, c'est un peu comme, le, C'est comme le le roi roi de en Belgique. Belgique, quoi. Voilà. En Belgique, c'est Ah, ça. c'est de la famille d'ailleurs, hein. C'est pour ça que j'ai eu autant de problèmes en Belgique, c'est que son cousin par alliance. Donc voilà quoi. Et Donc donc, lui, ce grand-duc, sa fortune personnelle, alors c'est qu'il dans n'est tout. pas chef d'État, qu'il n'est pas entrepreneur, qu'il n'est, voilà, est de 3 milliards et demi d'euros, c'est ça? Il fait partie de la sixième famille royale à être la plus riche du monde. Voilà. Donc Est-ce qu'on effectivement. connaît aussi la fortune de M. Juncker ou pas? Ah non, mais j'aimerais bien l'apprendre. J'aimerais bien l'apprendre parce que vous savez, Monsieur Juncker a fait beaucoup, beaucoup de business. Il y a eu un gros business qui devait se faire, j'ai rencontré ces gens d'ailleurs par mon affaire, qui ont été déboutés, encore une fois, par rapport à un centre commercial qu'ils auraient dû faire. Monsieur Juncker a dû se gaver, c'est clair. Il a dû se gaver. Il y a une dame qui est venue rejoindre mon comité de soutien, qui a des doutes. Alors là, je ne peux pas émettre des hypothèses comme ça parce que moi, je n'aimais pas, j'ai pas envie d'être attaqué en diffamation parce que dans cette affaire, il y a tellement de choses déjà exactes et vraies qui, en elles-mêmes, suffisent à démontrer qu'on est dans une république bananière. Évidemment. Je veux dire que le grand-duc, il avait à cette époque-là un secret bancaire absolu. Les juges ne pouvaient pas voir. Donc, il s'est enrichi et c'est lui qui nommait les notaires. Il faut le savoir, ça. Jusqu'à un temps récent, jusqu'à Xavier Bettel, c'est lui qui nommait les. Ben, c'est une forme de spoliation d'État en réalité. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, tu mets la main sur quelque chose de très vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, ils devaient voler vite et rapidement sans que le couple s'en aperçoive. C'est-à-dire qu'ils ont dû émettre un certain nombre de faux certificats pendant un certain temps. Parce qu'en réalité, à un moment donné, ils auraient fait tout disparaître et que, bien entendu, tout cet argent qui aurait disparu avant les années, ils leur souhaitaient longue vie, donc bien entendu, mais dans les années en 2014, ils étaient encore en vie. Donc imagine, 10 ans plus tard, on ne repère pas les lieux comme ça sans qu'on ait, bien entendu, quelqu'un qui fasse une enquête approfondie. Mais c'est Robert Beaver qui dit le lendemain, donc, qui dit, écoutez, voilà, la fortune se monte à temps. Il donne les chiffres de la famille Grand-Ducale. Donc la famille Grand-Ducale a volé plus de 32 millions et demi d'euros. Il donne d'ailleurs la trace de ces 32 millions et demi d'euros que l'héritier ne devait pas me répéter. Robert Beaver était là, vous ne dites rien à Franck Coustet, vous ne dites rien. Et lui, bien entendu, il le disait. Il le disait parce qu'il n'est pas non plus complètement idiot, il voyait bien, il avait confiance parce que eux faisaient croire qu'en réalité ils enregistraient en fait tous les montants volés, disant la médiation pénale, c'est ça. Quand Robert Beaver s'y est mis, il s'y est mis en fait pour pouvoir faire ces donations. Il a dit voilà, on fait une médiation pénale, tout ça reste ici parce que si ça se trouve entre de mauvaises mains, tout sera révélé au grand public et ça c'est pas ce qu'il faut. Donc on laisse tout ça ici, c'est sous scellé judiciaire et que par conséquent vous n'avez strictement rien à craindre, on va dire, à craindre ou à voir, ou en tout cas, voilà, faites-moi confiance. Mais en fait, de confiance, ils feront bien entendu des doubles, mais qu'ils ne remettront systématiquement pas. Mais il sera obligé de signer régulièrement les sommes qui ont été détournées, comme quoi, d'une part, parce qu'ils sont protégés, eux, hein, comme quoi, d'une part, il n'attaquera pas la personne en question, celui qui a volé, et que la personne va rendre cet argent avec, je ne sais même pas s'il rend les intérêts, mais avec les intérêts, et que tout est bien, qui finit bien. Mais il a dû aussi, je suis très certain, qu'il savait que moi, entre-temps, je n'avais plus une donation d'une donation, mais j'avais en réalité des créances. C'est-à-dire que, Bon, oui. bien sûr, j'ai demandé des cessions de créances de ce qu'il voulait me donner. Donc, je pouvais agir directement sans même passer, tu vois, juridiquement, c'est important, même si tu dis, je suis... Mais techniquement, si tu veux, c'est très important parce que ça démontre que non seulement aujourd'hui, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça ne tient pas 2 minutes, puisque non seulement j'ai un intérêt à agir, puisque j'ai beaucoup d'argent en jeu, bien entendu, mais que derrière cela, il y avait aujourd'hui une attaque frontale que je peux mener de moi-même, étant donné que c'est un actif non pas qui doit venir d'héritier, donc ça, ils ne le savaient pas, ils l'ont su que très tardivement. Ils l'ont su qu'en 2019, quand ils ont voulu me voler en réalité l'enregistrement, puisque j'ai plein d'enregistrements qui stipulaient que mon ami allait prendre l'argent et qu'ensuite le parquet allait me convoquer pour pouvoir donc toucher cet argent également de mon côté. Donc tous ces enregistrements qui ont été versés, qui montrent qu'il y a une preuve comme quoi on était tous les deux impliqués. D'ailleurs, mon ami disait toujours « Ah mais je comprends pas, tous les deux nous devons venir à la cité judiciaire. » Mais ces enregistrements, la justice, les polices ne veulent pas les utiliser, elles font Rien. comme si elles n'existaient pas.
Voilà, c'est ça. En fait, ils ont même voulu les voler en 2019 quand j'ai fait appel, puisqu'en 2019, 5 ans après, alors pas pour rien qu'ils ont fait une demande d'irrecevabilité de ma constitution, ils ont dit, voilà, c'était à l'héritier de porter plainte. Qu'à cela ne Parce tienne. qu'il faut Même expliquer une chose. Ouais, Il vas-y. faut expliquer une chose. Ouais, ouais, vas-y. Octobre 2015, un juge d'instruction demande l'interpellation de Monsieur Juncker. Bien sûr. Alors, Et à la suite de ça, ton ami, l'héritier, se suicide. c'est encore plus grave que ça. Plus grave que le C'est-à-dire, suicide. ouais, non, c'est encore plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il s'est immolé par le feu. C'est pas Oui, pardon, n'importe quel suicide. ben, c'est un suicide. Oui, oui, c'est un. Enfin, est-ce que, voilà, Non, justement, est-ce que j'ai de vrais doutes. J'ai de vrais doutes pour une raison bien simple. il n'avait aucune Euh, raison de le faire? Bah non, enfin, oui, il n'était pas bien, mais en juin 2015, voilà, il n'y avait aucune raison. Voilà. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je ne suis pas seulement tributaire de monsieur Untel, de l'héritier. L'héritier m'a cédé ses droits. Pourquoi il m'a cédé ses droits? Parce qu'en réalité, je me suis constitué partie civile avec un mandat pour lui, mais aussi pour moi, puisque déjà à l'époque, j'avais des millions à récupérer. Et par conséquent, j'avais toute action à faire. D'ailleurs, le juge d'instruction, si elle m'avait jugé irrecevable, elle le jugeait irrecevable immédiatement en disant on ne peut pas le faire, vous n'êtes pas partie prenante. J'étais partie prenante, comment dirais-je, ça a passé. J'avais effectivement à ce moment-là toute la possibilité de pouvoir agir parce que non seulement j'avais un intérêt direct à agir sur les créances que j'avais sur la fortune des gens, mais que ce qu'ils ne savaient pas au niveau du tribunal de Luxembourg, c'est qu'ils m'avaient cédé tous les droits d'héritage contre un forfait pour lui ou pour ce descendant. Pour une raison bien simple, c'est qu'il comprend enfin, déjà j'avais des rendez-vous réguliers ou sponsorés comme ça avec lui, donc au mois de janvier, au mois de juin, et au mois de janvier, je lui ai fait comprendre une chose. Je lui ai fait comprendre que je venais de vérifier la réalité des choses. Je lui ai dit, mais Francis, tu vois bien que là, ils ont assassiné, ils n'ont pas il ne s'est pas suicidé, tu n'avais même pas la notion de. Et là, il commence à comprendre enfin, parce que il n'y croyait pas trop. Il se disait quand même. Lui, en 2013, il avait signé une médiation pénale avec tous les gens qui avaient volé, mais il n'allait pas jusqu'à l'assassinat de François Hu, on va l'appeler comme ça. Donc en réalité, quand il comprend réellement ça, et il comprend aussi que je suis victime, j'étais déjà à la 10e tentative d'assassinat quand même, pour moi. Toujours empoisonnement, voiture bricolée, enfin voilà, c'était que ça. Donc là, ondes électromagnétiques, bon bref. Et donc en réalité, si tu veux, moi ce que je lui disais, mais tu vois pas ce qui se passe? Et là, il réfléchit. Et donc au mois de juin, il me dit, écoute, non, soit au mois de mai, il me dit, écoute, non, moi je veux pas être dedans. J'ai ma famille, j'ai compris ce qui se passait pour toi, j'ai vu ce qui se passait pour toi, je crois, bien sûr, je ne veux pas être mêlé à ça, donc je te donne tous les droits et tu me retransféreras quand tu auras ça, tu me retransféreras une somme forfaitaire. Je lui ai dit, ok, mais t'es sûr? Il me dit, oui, oui, il me dit, c'est toi qui as porté l'affaire, j'ai fait beaucoup de conneries, j'aurais dû t'écouter parce que là, il comprenait aussi que tout ce que je lui avais dit, c'était pour le protéger, en fait. Les plaintes que je faisais, qui d'ailleurs, au départ, n'étaient même pas mandatées, c'est-à-dire, j'avais même pas de mandat, puisque je le faisais pour, comment dirais-je, pour que temporellement, elle puisse être écrite. Pour qu'on puisse pas dire à un moment donné, oui, mais vous écrivez avec 2 ans de retard. Non, non, je le faisais en temps réel. J'apprenais une information, je la mettais de côté et je la recensais sur des plaintes que je faisais régulièrement, si tu veux. Donc, il ne pouvait pas dire à ce moment-là, surtout quand j'ai montré, je crois, au juge d'instruction, il devait y avoir une dizaine de plaintes avec les montants, avec des gens qui avaient volé. On apprend très clairement que le grand-duc Henri a fait sur une offshore 25 millions qui sont passés par tel ou tel pays, transférés. Et puis, que le grand-duc Jean, qui était le père du grand-duc Henri, avait 5 millions. On apprend que Jean-Claude Juncker avait 7 millions. On apprend que François Biljan avait 5 millions. Donc, ils sont tous servis, mais du coup, voilà. Il est immolé par le feu. Alors, toi, donc, tu as forcément des raisons d'en douter parce qu'il n'avait aucune raison, lui, de s'immoler. Parce que, surtout, si on veut se suicider, on ne s'immole pas par le feu. C'est plus simple, c'est sûr. Voilà. Il y a 2 raisons à cela. Et à l'époque, je ne connaissais pas la date où le juge d'instruction avait transmis le dossier. En réalité, le 15 octobre 2015, le juge d'instruction transmet le dossier au parquet.
transmis au parquet, ça veut dire que si tu veux, ça va de l'immeuble, tu traverses la route et puis tu es de l'autre côté. Là, c'est une place en plus, il n'y a même pas la route à traverser. Hein, donc, ça ne met pas 10 jours, 15 jours, ça met juste 10 minutes à traverser le parquet, enfin, traverser le cabinet du juge d'instruction à l'instruction pour aller au parquet. Ça, c'est déjà premièrement très important. Deuxièmement, le même jour, donc en week-end, je suis victime d'un acte criminel. Un couple vient près de moi et je vois cette femme fermer la main avec quelque chose dans la main, qui s'enfuit parce que je parle à une autre personne, je suis dans la piscine de Lorient à Tournai, qui parle à une autre personne, et donc là, ils prennent peur et ils s'en vont. Ces gens-là, je les suis, j'ai bien compris ce qui s'était passé, et donc il y avait une grande blonde là, et puis un petit chauve, et en fait, ils s'en vont, et quand je sors de la piscine, ils réapparaissent avec une Volvo immatriculée au Luxembourg. Donc là, je prends une photo qui est je ne sais pas où, mais en tout cas, j'ai pris l'immatriculation pour être certain de ne pas, parce qu'en plus, on me volait, sur mon propre portal, on me volait les caméras, les machins, il fallait pas que ça apparaisse, tu comprends? Donc, il fallait éliminer. Donc, ils rentraient chez toi, et puis ils éliminaient les preuves, et puis ils remettaient éventuellement la carte SIM vide, enfin, ou ils te mettaient comment dirais-je, la carte SD vide, enfin, voilà, ce qui passait en Belgique, c'était que ça. Hein. Donc, en réalité, si tu veux, derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'étais victime d'un acte criminel. Et quand j'apprends que mon ami donc s'est immolé par le feu, là, je commence à douter d'une simple coïncidence. Donc, je vais au parquet. Et là, quand je vais au parquet, en réalité, je m'aperçois, si tu veux, que dans le parquet, quelqu'un donc me dit que donc la greffière me dit non, non, nous on a transféré ça depuis le 15 octobre. Je descends du parquet, quelqu'un m'accoste, m'alpague, me met devant hors caméra et me dit j'ai honte pour mon pays. Je regarde, je lui fais ah bon, comment ça vous avez honte? Il dit j'ai honte de mon pays. Il dit mais pourquoi? Il dit vous savez ce qu'ils ont réclamé là pour Juncker? Je dis bah non, ils ont demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker. Donc en fait, la juge devait demander une audition auprès du juge, mais elle est obligée de passer par le parquet, puisque M. Juncker était président de la Commission européenne, donc avait un statut bien spécifique. Mais dans le même temps, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, derrière, le juge d'instruction n'a plus la maîtrise. C'est au procureur soit de classer, il aurait pu classer. Là, c'était fini. À la limite, il pouvait classer. Il n'a pas classé. Il n'a pas classé parce qu'il s'est dit, si un jour il y a une enquête derrière, si je classe ça, je prends pour perpète. Donc il se dit, on va gagner du temps, on ne va pas le lui remettre à Franck Coustet, le document. Mais le document m'appartenait en tant que partie civile. Et donc le procureur fait croire, par l'intermédiaire de l'homme du parquet qui a été d'ailleurs visionné, que j'ai d'ailleurs mis sur une de mes vidéos, ma chaîne YouTube Mafia Luxembourg éclaireur, j'ai effectivement donc le type que j'alpague en lui demandant où est le dossier. Ah, cher Franck, ça a coupé. Est-ce que tu m'entends? Il y a une petite coupure. Cher Franck, il y a une petite coupure. Je ne sais pas si tu m'entends. Il y a une coupure chez toi. Est-ce que... Alors attendez, je regarde ça. Je suis désolé, il y a une petite coupure. Je ne sais pas pourquoi il y a cette coupure. Hein. Il allait faire des révélations. J'espère que notre ami Franck n'a pas de soucis. Reviens, cher Franck. Voilà, si tu m'entends, si tu me vois, cher Franck, voilà, je suis toujours là. Tu reviens sur le lien StreamYard et voilà, tu reviens sur le lien StreamYard et je te reprends. Bizarrement, voilà, on se demande, il y a des coupures comme ça. Tout se passait bien pendant une heure, plus d'une heure, et puis une belle coupure. Pourquoi cette coupure? Allô, Franck?
Voilà, j'attends Franck Coustet. Je pense qu'il doit avoir un problème avec son ordinateur, hein, ne vous inquiétez pas. Ce sont les aléas du direct. Ah, voilà, il revient. C'est pas grave, il y a une petite coupure. Ouais, une Ah, petite coupure, mais bon. arrive. Non, mais il n'y a rien de spécial, hein, c'est juste une coupure, à mon avis, Voilà, téléphonique, hein, c'est pas autre voilà. chose. Pas Non, de. non, faut pas non plus en rajouter, il y en a déjà suffisamment là-dedans. Voilà. Bon, Alors, du cette coup, affaire commence. est-ce qu'il y a eu une autopsie sur C'est ce qu'on a. justement C'est le ce qui. décès de ton ami? Mais c'est pour ça que c'est encore plus grave que ça. Alors, je ne sais plus où j'en étais parce qu'il y a beaucoup de choses, mais donc les montants, on les connaît par le procureur général, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs assurés. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'en fait, déjà en novembre 2013, un email que j'envoie au procureur général en lui disant, Monsieur le procureur général, êtes-vous prêt à couvrir un meurtre et 2 tentatives d'assassinat? Parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que la veuve, lorsqu'elle veut relancer la donation avant 2012, c'est-à-dire en février 2011, sera également victime, hein, d'un malaise dans le week-end. Elle Et, sera à et elle sera, l'hôpital pendant 3 semaines et après elle sera cachée dans une maison et de elle retraite. sera Parce que, renvoyée en maison de retraite alors qu'elle se sentait et très bien. non, non, mais et c'est encore plus grave que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, mon ami, quand je retrouve la veuve, parce que je fais les démarches tout seul, étant donné qu'il ne le faisait pas ou qu'il le faisait mal, ou que quand je découvre que la veuve est en maison de retraite, je cherche la maison de retraite sans en parler à mon ami, et je m'aperçois en réalité, si tu veux, que la veuve a été cachée là depuis 8 mois. Et quand j'apprends ça, j'informe immédiatement donc l'héritier en lui disant, mais tu sais que j'ai vu donc cette dame donc à cette maison de retraite en plein centre de Luxembourg, et il me dit, ah non, c'est pas possible. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que je les ai appelés, ces gens. J'ai même donné son numéro de sécurité sociale. J'ai même donné son adresse. Et ils ne connaissent pas. Il y a effectivement une personne de ce nom-là, mais pas de cet âge-là, pas depuis si peu de temps. Donc, la maison de retraite est bien entendu complice. D'ailleurs, par la suite, c'est d'ailleurs pour ça que je ferai la première plainte. La maison de retraite, par la suite, demandera même un terrain pour faire cette donation. Donc, en 2012. Et là, je m'y opposerai. Là, je m'y opposerai. C'est-à-dire que j'appellerai la notaire et je dirais, si vous donnez un terrain à la maison de retraite ou à qui que ce soit d'autre, je porterai plainte contre vous et contre la maison de retraite. Mais Et ça, c'est justement, très important. tu as une chaîne qui s'appelle Mafia Luxembourg Éclaireur. Et là, on peut dire, hein, sans diffamer personne, qu'on a affaire à une mafia. Ah, complètement. C'est pas seulement une mafia luxembourgeoise, c'est que il faut bien comprendre que dès octobre 2013, et là, ça va rejaillir sur la France, hein, faut pas croire que c'est uniquement luxembourgeois. C'est que dès octobre 2013, quand je comprends que M. Juncker n'est pas réélu et qu'il va éliminer les preuves ou les traces, je demande donc, comme je disais, la sécurité policière auprès du commissaire de police qui s'appelait M. Herter à l'époque. On est donc en 2013, au mois d'octobre 2013. Et je dis très sérieusement, il me dit, bah, amenez-moi les documents. Donc lui, il est déjà au fait des choses. Il me dit, non, non, pas par mail, hein, vous me les donnez par document. Donc je vais au commissariat de police de Thionville, hein, en Moselle, hein, je répète, et donc je remets ça à l'agent, au policier qui est là donc à l'accueil, en lui disant que c'est réservé pour le commissaire. Il dit, bah, je vais lui donner, quand je vais le remettre, il n'y a pas de souci. Après ça, donc j'ai une conversation également avec le commissaire. Et puis j'ai plus rien, sauf que j'ai des gens qui me suivent. Je vois bien qu'ils me suivent, quoi. Ils ne sont pas discrets non plus. Donc en journée, ils me suivent. Mais après, j'ai eu un vrai doute parce que je me suis rendu compte que dès novembre, je suis victime d'un acte criminel dans le bois d'Élange, hein, entre Élange et Tange-Grande, où un arbre est en plein milieu de la route, il est 8h30 du soir, avec une lumière qui m'éclaire les yeux, mais alors de manière à perdre le contrôle du véhicule. Donc, si tu veux, je comprends bien que ça commence. Et je dis, tiens, c'est bizarre, parce que là, au mois de janvier, je fais un peu je remplis un peu d'huile dans la voiture, et puis je reprends la voiture, et puis comme par hasard, la voiture avait ça d'huile au-dessus, alors que j'avais pas mis ça, et le moteur a failli exploser. Donc ça a fumé, et c'est le seul moment d'ailleurs où la police est intervenue, certainement parce que ça fumait tellement qu'en fait, des gens avaient dû avertir la Mais police. justement, avec toutes ces tentatives d'assassinat sur ta personne, sur des membres de ta famille, bah, tu continues le combat. Est-ce que tu n'as pas voulu raccrocher les gants, de dire non, c'est trop, je ne peux plus, je risque trop dans cette histoire? Non, non, à un moment donné, si tu veux, moi, j'ai appris les choses
dans mon enfance, j'ai été éduqué de telle manière à ce que on m'a parlé de la justice, on m'a parlé de ce que devait être la justice. Alors je sais qu'en ce moment elle est pas terrible, hein, c'est pas terrible du tout. Hein. D'ailleurs, je parlerai de l'épisode justice, que ce soit français, luxembourgeois ou même belge. Hein. Et ça montre à quel point il faut changer cet état. C'est d'ailleurs pour ça que je vais écrire le bouquin. C'est pas tellement pour raconter ça. Premièrement, honnêtement, je dirais pas que je fais pas le malin, mais je veux dire, il m'impressionne pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas peur. Voilà. Tu Donc n'as ça, pas c'est la peur première pour tes chose. enfants, par exemple? Bien sûr que si, j'ai peur pour mes enfants. Je leur ai demandé de prendre un certain nombre comment dirais-je, de garanties et de prudence. Évidemment que j'ai peur pour tous mes enfants. J'ai même dû me séparer d'un certain nombre d'enfants pour être certain qu'ils ne soient pas attaqués également. Enfin, C'est-à-dire, tu séparés, commences à te séparer. séparés dans le sens où j'ai ralenti, on va dire, un certain nombre de visites pour certains d'entre eux parce qu'ils étaient en âge où il pouvait y avoir encore d'actes criminels à répétition, qui s'est produit d'ailleurs, hein, et pour lesquels, et c'est ça le danger en fait, hein, et ça il faudrait que j'en parle également. Le vrai danger aujourd'hui, quand il y a une justice qui ne veut pas admettre que des gens du ministère de l'Intérieur veulent vous buter, c'est qu'en réalité, ils vont tout faire pour te la faire à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te prendre pour un taré, un cinglé. Et le gros risque, hein, on sait bien ce qui se passe actuellement, mais ça m'est arrivé hein, aussi. Hein, ça m'est arrivé pendant 40 jours hein, pour pouvoir expliquer cette affaire. Ils m'ont foutu à l'asile là-bas au Luxembourg parce qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on puisse révéler cette affaire et discréditer cette affaire. C'est d'ailleurs ce que Jean-Paul Freising a fait, discréditer cette affaire en disant mais non, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, non, il n'y a pas de montant. Ils ont juste eu peur en 2019 quand j'ai prévenu l'ONU. Mais l'ONU n'a pas fait grand-chose non plus. Il faut bien comprendre que l'ONU aurait dû réagir là, réagir vite, très vite. Bah, en fait, de réagir, il y a eu juste après, donc en fait, si tu veux, lorsque j'ai fait appel en 2019 pour mon irrecevabilité, qui est toujours en cours, 2 ans après. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit non, nous, en droit interne luxembourgeois, nous n'avons pas le droit d'accepter la plainte de partie civile parce que vous la faites au nom de l'héritier. D'abord, il n'est plus héritier, c'est moi l'héritier, premièrement. Deuxièmement, je le fais en mon nom, même si lui, ils ne veulent pas le faire pour son nom, c'est pas grave. Moi, je le fais déjà en mon nom. J'ai déjà un intérêt à agir personnellement à l'époque, en 2014, puisque j'avais déjà un certain nombre de créances qui étaient directement liées à cette famille et non pas liées à lui. Ce qui veut dire qu'en réalité, je n'ai même rien à voir. Si demain je constitue ou je fais quoi que ce soit, je n'ai plus rien à voir avec l'héritier, qui n'est plus héritier, qui est simplement quelqu'un qui va être éventuellement payé parce que les enfants ne veulent pas s'en occuper non plus. J'ai demandé. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, là où je suis seul, et là, c'était ma plus grande déception, au-delà des avocats, au-delà effectivement des comment dirais-je, des journalistes, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On va revenir à l'épisode quand même de Monsieur François Perrin pour donc cache investigation. À l'époque, quand je le préviens en Belgique, par exemple, je lui dis voilà, je lui donne des dossiers, des plaintes, et puis on se rend compte le jour où il doit être entendu pour LuxLeaks, tu vois. Donc il y avait déjà cette affaire-là. Et moi, je voulais que les journalistes se saisissent de mon affaire parce que c'était encore plus grave que LuxLeaks. C'était pas seulement qu'ils volaient éventuellement officiellement comment dirais-je, en faisant des tax rulings, les parts d'impôts des sociétés multinationales au Luxembourg, c'est que là, ils se servaient directement sur le propre compte de leurs citoyens. Et ça montrait tout simplement une criminalité sans limite. Donc, il n'y avait aucune sécurité juridique pour le Luxembourg. C'est ça qui est grave. C'est que les gens pensent qu'éventuellement, au Luxembourg, leur argent était bien rentré. Mais en fait, ils avaient vu sur les dossiers, donc, ils avaient vu sur le dossier tel ou tel, ils avaient déjà ciblé, comment dirais-je, les légataires, puisque le notaire connaissait la fortune de ses légataires et qu'il avait, ça on l'apprendra pas le procureur général, et qu'il avait donc détourné avec des faux pour les 4 familles dont il se réclamait depuis le début en disant « Oh, il faudrait 4 familles luxembourgeoises quand même, ça serait mieux qu'un Français. Il va pas rester au Luxembourg. » Alors que Francis travaillait depuis 36 ans au Luxembourg et qu'il avait qu'une seule envie, c'est de résider là, parce que ça l'ennuyait de faire la frontière tous les jours entre, comment dirais-je, la France et puis le Luxembourg. Donc pour lui, c'était quand même plus. En plus, le terrain qui avait été Alors, donc j'ai une préempté était à question côté aussi de sa maison. que je ne t'avais pas posée. Tu as été, je crois, condamné
à 2 mois avec sursis et d'amende. Oui, ça c'était en fait. Alors attends, pourquoi as-tu été condamné alors que dans cette histoire, c'est toi la victime? Ouais, c'est intéressant. Alors, voilà, on y arrive. Donc il faut reprendre chronologiquement les choses. C'est-à-dire qu'en 2015, j'aurais dû voir le dossier. Octobre 2015, j'y vais quasiment tous les mois, une fois, 2 fois par mois, quand je viens donc dans l'Est, je passe systématiquement pour découvrir mon dossier. C'est-à-dire que je demande une date de rendez-vous pour voir mon dossier. En tant que partie civile, hein, n'importe qui, partie civile, a le droit de voir son dossier. Encore une fois, certains éléments, peut-être de l'enquête criminelle en elle-même, ne peuvent pas être donnés donc, à la partie civile. En revanche, ce que je réclamais en premier lieu, c'est de découvrir les montants volés et des personnes qui avaient volé. Donc ça, je veux dire, ça, on doit le découvrir. C'est pas l'enquête criminelle en tant que telle de savoir si éventuellement il y a eu donc assassinat ou s'il y a eu plutôt, j'allais dire, une spoliation. Bon, c'est-à-dire que moi, à partir de 2015, je sais 2 choses. Je sais bien entendu que le dossier a été transmis et je sais qu'on a demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker. Sauf qu'on ne veut pas me montrer ce dossier. On ne veut pas me le montrer. Donc, je viens tous les mois pour demander un rendez-vous. À la fin, je venais même avec une vidéo parce que, bien entendu, ils m'auraient opposé que je n'étais pas venu parce qu'ils en sont là, à mentir, en sachant que, parallèlement à ça, je faisais toujours un courrier recommandé, quasiment tous les mois, au procureur d'État en lui demandant des choses très précises, notamment la spoliation et de voir mon dossier. Monsieur Freising ne me répondra jamais. Donc, au mois de mars 2016, je viens avec cette vidéo, qu'on peut voir d'ailleurs dans les révélations fracassantes d'un lanceur d'alerte, elle a été incrustée dedans. Je viens au parquet parce qu'on me dit « Allez voir ce monsieur, il va vous renseigner », et je lui demande le dossier. Et là, il me dit « Non, non, j'ai rien à ce nom-là, non, non, j'ai rien ». Et quand je commence à filmer, il ferme son écran, il tourne son écran et il ne veut plus rien dire. Parce qu'il sait très bien qu'il va être enregistré et qu'il est bien entendu complice à ce moment-là de cette bande mafieuse criminelle organisée. Donc, ils savent plus comment se démerder parce qu'ils savent que là, j'ai une vidéo que je vais pouvoir installer, mettre sur YouTube, ce que j'ai fait beaucoup plus tardivement, encore une fois, parce que je n'étais pas, encore une fois, il faut bien comprendre que je ne voulais pas médiatiser cette affaire. Elle est tellement cynique, elle est tellement grave que c'était ni favorable pour la justice française, ni favorable pour la justice luxembourgeoise, ni favorable pour l'état d'esprit qui existe chez les gens qui pensent encore qu'il y a une justice. Moi, je vous dis, aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Mais justement, cette affaire, Donc, cette affaire, pour terminer elle là. a brisé ta vie, cette affaire. Oui, elle m'a brisé des années de ma vie. Voilà. Est-ce De toute façon, qu'aujourd'hui, tu arrives à travailler? Est-ce que tu arrives encore à gagner ta vie? Est-ce que comment tu vis au quotidien, justement, alors, en c'est ayant très cette difficile. affaire sur la tête? C'est très difficile de gagner sa vie, d'abord parce qu'il y a eu le Covid et que même en travaillant normalement, j'aurais pas pu travailler comme je travaille habituellement. On a tout fait, quand je dis tout fait, c'est tout fait pour que je ne travaille pas. Par exemple, je donnais un exemple. En 2018, je fais des mails parce que j'étais parallèlement à ça aussi prof dans les grandes écoles, hein, dans les grandes écoles de commerce, où j'enseignais la fiscalité internationale et que je suis reconnu pour ça. Hein, je fais du bon travail, paraît-il, au-delà de mon cabinet de conseil. On m'a bloqué ma boîte mail, qui est une boîte normalement soi-disant cryptée. On m'a bloqué ma boîte mail, je ne recevais plus mes mails ne pouvaient plus sortir. Donc j'étais bloqué à une période où en fait on recrutait des profs pour pouvoir faire comment dirais-je, des prestations en quelque sorte, être consultant honoraire. Donc non, ça va pas bien parce que les mails sont écrasés, les mails sont détournés, je ne reçois pas toujours mes appels, on en est là aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent voter la loi sécurité. Moi, j'ai vécu la loi sécurité globale bien avant que vous ne la connaissiez. Et aujourd'hui, je dois l'écrire parce qu'ils l'ont fait en toute impunité, pensant que je ne connaissais pas ça, pensant que j'allais forcément ne pas comprendre ce qui se passait. Donc, si d'ailleurs Valls a fait voter également un décret pour que la justice soit sous sa coupe, c'est que Valls était directement impliqué par les actes criminels. C'était le commanditaire en France des actes criminels dont j'ai fait l'objet entre 2014 et 2016. C'est d'ailleurs pour ça, je vais vous donner encore un autre scoop, c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, c'était tellement grave, j'avais tellement de plaintes où je montrais des gens, en 2014 sur ma chaîne Mafia Éclaireur Luxembourg, je prends un type faussement immatriculé, juste avant d'avoir 2 camions qui viennent là pour me buter. Le matin même, j'étais victime, encore une fois, d'un autre camion qui avait été faussement immatriculé pour me buter. Une semaine avant, j'avais encore eu dans les bois des gens qui voulaient me buter.
Sauf que là, les deux types, avec leur voix, tu sais, un peu comment dirais-je, comme est mort d'ailleurs notre cher ami, comment il s'appelle, dans les bois avec son vélo, là, monsieur, l'écrivain. Ah oui, monsieur Ternalier. Voilà comment ça se passe, dans les bois, en courant. Et là, tu vois, en plein milieu du bois, une bagnole, un camion avec de la végétation derrière pour pouvoir. Et puis les mecs qui sont en plein bois, on se demande qu'ils foutent là, quoi, en train de verser de l'eau, comme ça. Et là, je voulais retourner pour aller prendre ma caméra, mais j'avais pas, donc ils allaient se barrer. Je dis, bon, on va y aller alors. Il y avait certainement un troisième con dans les. Enfin, pas certainement. Il y avait un troisième con dans les broussailles. Et en fait, quand j'arrive près d'eux, le mec, il fait non. Ah, pas de couilles. Il avait une oreillette. Hein. Et là, ils sont là comme ça. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il se fait lui? Pas de couilles. En fait, ils étaient là pour me buter. Ils allaient me jeter de la flotte dessus, ils m'auraient cerclé, puis ils m'auraient étouffé, puis voilà. Et tu as toujours des juges d'instruction qui auraient pu dire que c'était un accident. Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire Comme aussi pour dans les l'affaire Poulain. Exactement. Et ça, là, ça montre à quel point il faut aujourd'hui que cette justice soit indépendante du pouvoir politique, absolument indépendante. Ça fait partie des réformes qui devront être faites dans les prochaines années et avec un comité citoyen. Au contraire, on devient de plus en plus pro avec des juges pros qui parfois appartiennent souvent, en tout cas dans mon affaire, ils appartiennent tous à la franc-maçonnerie, comme par hasard, tous ceux qui ont jugé. Là aussi, c'est un gros problème que je considère aujourd'hui comme une association de malfaiteurs, comme une association criminelle internationale de malfaiteurs. État profond à la française, hein, ni plus ni moins. Donc ça, c'est grave. Tout ça, c'est On grave. voit comment ce système est pourri, comment ce Jusqu'à la système moelle. est là pour briser les gens et pour les Complètement. voler. Hein. On le voit comment. Et ben en fait, le système est fait pour le contraire, c'est-à-dire ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème qui se posait derrière, c'est qu'il fallait éventuellement trouver quelque chose à Franck Coustet pour essayer d'infirmer la chose. Parce que ce qui est très grave, il faut que les Français comprennent ça. Ce qui est encore plus grave que tout ça, c'est qu'en réalité, quand j'ai saisi le commissaire Herter, derrière une plainte est arrivée au parquet en mars 2014 avec le procureur de la République, qui aujourd'hui est juge d'instruction à Metz, mais qui était procureur de la République à Thionville, qui n'a strictement rien fait. Au contraire, ils ont tout fait pour me charger. Ce qu'ils voulaient, c'était de dériver sur ces faux rendez-vous pour essayer de me planter, pour essayer de dire des choses que je n'avais pas dites ou de couper des choses qui auraient permis, comme d'ailleurs un certain journaliste Éric Laurent, qui avait été piégé par des avocats avec la police derrière. C'était exactement la même chose. Tu as été enfermé en hôpital psychiatrique, il faut le dire, pendant 40 jours. Voilà. Quel traitement t'ont-ils réservé? Est-ce qu'ils ont essayé de te rendre fou? Est-ce qu'ils t'ont bourré de cachetons justement pour que voilà, tu déconnectes totalement de ces histoires? C'est très grave, bien entendu, tu as raison de le dire. En réalité, les cachetons, j'en ai pris une partie, bien entendu, et que ce médecin aujourd'hui donc va faire l'objet d'une plainte, mais pas dans leur pays, parce que dans leur pays ça sert à rien. Enfin, on va le déposer pour faire bien, mais ben, il n'y a rien à attendre de ce pays, quoi. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'ils sont tous liés aujourd'hui. Quand tu penses que 52 personnes du parquet ont été mouillées dans cette affaire, ça représente au niveau de la cité judiciaire en 2014 un tiers du parquet. Maintenant, ils sont peut-être un peu plus, ça doit faire un quart, mais quand même 25% du parquet. Non. Donc, je réponds à ta question par rapport au cacheton qui a été donné par le docteur Gélis, hein, qui peut déjà préparer en tout cas sa valise pour aller en prison. C'est un crime parce qu'en réalité, on s'est aperçu par la suite que ces cachetons pouvaient avoir des effets secondaires gravissimes par la suite, notamment par le fait d'avoir des maladies comme Alzheimer ou autres. Voilà, c'est prouvé par ces médicaments-là. Et qu'il n'y avait aucune mesure nécessaire, puisqu'en réalité, il y avait deux choses qui étaient importantes, c'est-à-dire qu'en réalité, je lui ai expliqué la chose et que j'étais capable de lui montrer, s'il me donnait un ordinateur, de lui montrer que toutes ces choses étaient vraies. Il n'a jamais voulu que j'ouvre mon ordinateur. Donc il l'a fait, alors que je lui demandais d'aller en prison. En plus, ils ont accompagné ça pour aller en prison. Ils l'ont fait dans une démarche totalement inscrite. Alors, pourquoi ils l'ont fait? Ça aussi, nouveau scoop. Tu vois, j'en ai réservé quelques-uns. Hein. Nouveau scoop. Pourquoi ils ont fait ça?
Parce que quand je me fais arrêter le 22 août 2016, Xavier Bettel, il est en Europe, il est à Bruxelles. Et là, il y a des journalistes qui s'inquiètent parce que M. Xavier Bettel vient de prendre à part M. François Hollande. Et ils ne l'ont pas pris par hasard pour discuter de la bouffe qu'ils allaient manger ou de la partie de Jean Ballard ensuite. C'est pas de ça dont ils allaient discuter. Ils ont discuté de savoir ce qu'ils allaient faire de Franck Coustet, qui était de nationalité française. Et par conséquent, il doit, bien entendu, avertir les autorités françaises. Donc, Xavier Bettel a eu l'aval de François Hollande pour faire ça. Le 22 août 2016, où ils m'ont mis en prison. Tu comprends? Bien sûr. Alors, il y a deux aspects, parce que tu me dis 40 jours, effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que les 20 jours, les 20 premiers jours, c'était horrible. Dans une chambre de 9 mètres carrés, ils me donnaient des cachetons, il faisait 42 degrés dehors, même si la salle était inclimatisée avec les rayons de soleil, c'est insupportable, je ne pouvais pas quitter la chambre. J'étais vraiment le gros escroc, quoi. On me notait quand je sortais, enfin, tu vois le truc. Alors, je n'ai pas été condamné à ça. En fait, pourquoi j'ai eu cette arrestation? Il faut revenir, encore une fois, ce qui est le plus important, c'est encore une fois la chronologie qui explique en réalité qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. En réalité, donc, quand en mars 2016, je filme le gars, là, ils sont emmerdés parce qu'ils savent très bien que le gars ment et qu'un jour ou l'autre, on saura qu'il a bien menti, que le parquet a menti. Donc, en fait, je suis interdit de séjour, interdit de cité judiciaire par Jeanne O'Neill, qui, d'ailleurs, lors de mon arrestation, le 16 septembre, donc je suis toujours en prison, le 16 septembre 2016, est promu procureur général adjoint. Bah voyons, hein? C'est pas beau la vie? Mais Monsieur Jeanne O'Neill. Pour en revenir à ces 40 jours, comment tu Alors, les as vus? Voilà. Alors, très mal pour deux raisons. Très mal pour deux raisons. Parce qu'en réalité, les premiers 20 jours, ça a été pire que les deuxièmes 20. Les premiers 20 jours, en réalité, pris par ce docteur, avec les autres docteurs qui voyaient leur intérêt personnel, où je me suis rendu compte que les cachetons avaient des conséquences. Ils m'ont même picousé, donc ça va faire l'objet d'une plainte pour crime contre l'humanité, parce qu'il y a une torture, hein. Une torture, c'est une véritable torture, pour un mec qui n'avait rien fait, quand même le comprendre, hein, qui venait voir juste son dossier. En fait, ils m'ont arrêté parce que comme j'étais interdit de venir sur la place, je continuais malgré tout à venir. Donc j'étais venu le 12 août, et ça c'est important, j'étais venu 10 jours avant, et là, donc, j'étais venu avec d'ailleurs mon dernier fils parce que je passais juste, c'était pas du tout prévu. Je dis, je veux quand même voir pour voir s'ils vont encore enfin me dire que je peux prendre un dossier. Et là, donc, ils veulent pas. Et là, il y a un agent de sécurité, une femme qui me dit, non, non, écoutez, arrêtez. Et je dis, alors, il y a des gens qui passent sur la cité judiciaire puisque c'est ouvert, hein, c'est un grand. Et je dis, vous savez, il y a des gros escrocs criminels ici. Elle dit, taisez-vous, réécrivez, faites le nécessaire. Mais j'y m'y répondent pas. Ça fait 1 an qu'ils me répondent pas, alors que je fais des lettres. Elle dit, bah oui, continuez. Et elle dit, continuez. Et donc, je l'écoute. Je fais donc mes lettres commandées pour demander à voir ce dossier. Et le 16 août, j'ai le parquet au bout du fil. Et je dis la vérité, puisqu'à l'époque, j'étais avec un journal belge. Je dis la vérité. Je dis, écoutez, il y a le journaliste qui veut venir avec moi pour voir si vous me refusez réellement le dossier. Et là, pour la première fois, le parquet me répond, écoutez, venez prendre rendez-vous et vous viendrez au mois de septembre. Donc, je ne viens pas le 22 août comme ça en me disant je vais encore les emmerder. Non, pas du tout. J'avais eu au téléphone, et comme c'était un téléphone fixe, parce que mon téléphone ne marchait pas en plus, parce qu'il faut bien voir qu'il y a une combinaison, on était suivi, harcelé. Donc, je prends mon téléphone et comme par hasard, la conversation s'efface. Puis un téléphone fixe, s'efface. Et donc, cette conversation que j'avais, mais j'avais le relevé de non, je dis je vais passer. En fait, je n'allais pas passer au parquet, je devais avoir rendez-vous avec l'avocat qui n'était pas là, et je dis, je vais passer le 22 août matin pour voir s'ils veulent bien, parce que j'avais passé par l'avocat pour pouvoir prendre le rendez-vous. N'étant pas là, j'ai dit, je vais en profiter, je vais y aller au direct, et je vais demander ce rendez-vous. Et là, en fait, ils veulent pas que je voie le dossier, ils me menacent du point qui, aux premières instances, n'est pas montré, il est gommé, c'est-à-dire que le parquet a trafiqué les vidéos, premièrement. Mais plus grave que ça encore. Donc, en deuxième temps, je suis nassé par des agents de sécurité et l'un des agents de sécurité me monte le poing comme ça pour me le mettre dans la gueule. Et vraiment, direct. Et je dis, toi, si tu recommences, je t'éclate ta tête. Et là, à ce moment-là, le type dit, ouais. Et comme j'étais en train de filmer,
La juge d'instruction Nathalie Ager, hein, une juge d'instruction de Luxembourg, hein, voilà, encore une qu'il faudra. La juge d'instruction avait 24 heures pour essayer, non pas de dire c'était une simple interdiction administrative, mais de trouver quelque chose. Donc elle prend ma vidéo et elle met menace d'attentat. Menace d'attentat de quoi? Menace d'attentat. Parce que justement, j'aurais menacé cet agent de sécurité qui est délégué à la cité judiciaire. Non, pas ça. C'est l'agent de sécurité qui m'a montré son point pour effectivement me le donner et contre lequel je lui ai dit attention, si tu recommences, je t'éclate ta tête. Et donc, à ce moment-là, je dis ok, donnez-moi toutes les caméras. Il y avait une caméra derrière moi qui aurait pu tout de suite démontrer que l'agent de sécurité avait bien porté le coup, jusqu'à la limite. Je ne recevrai jamais, ni par Nathalie Ager, ni par Stéphane Mas, le juge d'instruction en charge du dossier par la suite, je n'aurai jamais les vidéos de cette caméra. Stéphane Mas, qui est aujourd'hui président d'une chambre correctionnelle. Hein. Parce que tous ces gens, bien entendu, comme d'ailleurs en France, hein, j'avais retiré que mes plaintes de monsieur Hugues Vérem n'aboutissent pas en 2019, donc j'avais retiré le procureur général de Douai. Cette dame est mutée, promue, donc, à Aix-en-Provence. Monsieur Franck Vouot, pour lequel j'avais fait, donc en 2014, j'ai fait une plainte pour une instruction criminelle, parce qu'il y avait une autre plainte criminelle en cours, toujours contre moi-même, c'est-à-dire contre ma personne. Hein, j'ai manqué l'empoisonnement. Monsieur Franck Vouot trouve rien. Oh non, il trouve rien, monsieur Franck Vouot. Il dit non, mais ça concerne le Luxembourg, ça ne nous concerne pas. Il trouve rien. Donc, il juge de l'irrecevabilité. Moi, à l'époque, j'étais pas au fait de ça. Donc, il juge et il classe. Monsieur Vouot viendra quelque temps à Thionville. Figure-toi que j'apprends par monsieur Julien Garofalo que monsieur Vouot a été muté à Monaco. Et que à Monaco, justement, monsieur Vouot fait que de la merde. C'est-à-dire que monsieur Vouot remplace monsieur Levaux, qui avait fait un excellent travail, qui avait demandé ce qui se passait à Nice, hein, et notamment qui avait demandé on revient toujours au chef d'État, qui avait demandé donc au prince Albert un certain nombre de choses. Et monsieur Levaux sera muté à Nice, alors qu'il était à Monaco. Et M. Vouot viendra remplacer M. Levaux pour classer toutes les poursuites de M. Levaux. Ces gens-là ont été exfiltrés en ayant des promotions. Voilà. Franck aussi, hein, M. Vouot. Franck, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à toi, cher Franck. Tu fais preuve d'un immense courage parce que beaucoup à ta place auraient abandonné. Je te souhaite vraiment... Non, mais maintenant, c'est le meilleur, en prison. Et je pense que c'est une histoire, elle ne doit pas être mise sous le tapis, elle doit être connue, reconnue et médiatisée à fond. Donc, j'exige même que vous, chers auditeurs, vous mettez des pouces, vous partagez à fond, vous fassiez connaître cette histoire que les médias veulent mettre là sous le tapis. Ouais. Vous mettez tous les pouces bleus, vous faites que la vidéo, elle explose, qu'elle fasse vraiment du gros buzz. Où est-ce qu'on peut te retrouver, cher Franck? On peut me retrouver sur ma chaîne Mafia Éclairé Luxembourg. On peut me retrouver effectivement sur un numéro que j'avais donné à l'époque. J'ai également donc Twitter, hein, dont je me sers assez régulièrement, avec Justice, Transparence. Je pense que au moins il y a 2 combats aujourd'hui à mener. D'abord, que M. Juncker aille en prison, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on nomme des gens qui sont des gros escrocs criminels. Enfin bon, 5 ans, nous avons eu un gros escroc criminel à la tête de l'Union européenne, c'est quand même scandaleux. Et deuxièmement, en fait, il faut vraiment refondre la justice, à chaque justice, que ce soit au Luxembourg, en France, en Belgique, où en réalité, il faut qu'il y ait un comité de citoyens qui soit au fait des lois, mais qui soit au fait surtout de savoir ce que le juge fait ou ne fait pas, et que le juge peut se faire, j'allais dire, révoquer lorsqu'il ne fait pas son travail, et ça suffit de la franc-maçonnerie dans la justice, ça suffit que les juges soient bien entendu promus alors qu'ils ne foutent rien, ça suffit de ne pas avoir de justice parce que ça va très très mal se terminer, on se termine toujours de la même manière quand on dit effectivement trop de police et pas de justice, on sait très bien quand il n'y a pas de justice comment ça se termine toujours dans un pays, et qu'on est à l'aube de quelque chose, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de cette affaire, parce que je me serais bien caché de cette affaire, elle ne me sert pas
parce que elle ne me sert pas du tout même d'ailleurs, parce que les gens ont toujours des doutes. Ils ne peuvent pas croire qu'une affaire puisse exister parce que depuis maintenant 6 ans, 7 ans, on ne m'a pas fait voir le dossier. Et on fait croire qu'il n'y a pas de dossier au Luxembourg. Et que d'autres justices, dont j'ai pas envie de parler parce qu'il y aura d'autres scoops encore sur cette affaire, d'autres justices n'ont même pas voulu, alors qu'ils étaient également confrontés à ça, n'ont même pas voulu commencer une enquête, en tout cas que je sache. Donc il faut maintenant que les gens, mais c'est pas, moi je dis simplement, il faut changer, et je suis de tout cœur avec des gens de bonnes solutions. Je voudrais, il y a 3 combats aujourd'hui que j'ai appris avec ça. Le premier, c'est de changer la justice, totalement. Que ces gens soient indépendants. Pas autonomes, hein, indépendants. Deuxièmement, il y a bien entendu les journalistes dont tu fais partie, dont les gens font partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs qui travaillent, là où tu prends des risques, là où Rémi de Réservoir App prend des risques, là où d'autres prennent des risques, hein, eh ben, Michael, hein, de Planète 360, qui a pris des risques, qui a été chauffé à un moment donné. Hein, il m'a même appelé quand il a été appelé, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est l'envers. Aujourd'hui, on est dans la dystopie, c'est-à-dire qu'en réalité, dès que ça va bien, dès que on voit que l'affaire va tomber, et là, c'est ce qui se passe, hein, c'est qu'ils savent que la France est tellement sur cette affaire, elle est tellement coupable. Il suffisait de dire on veut pas Juncker. Et Juncker, il n'y a plus rien. Tu me vois, comme par hasard, hein, quand on arrive aux choses sérieuses. Et aujourd'hui, Macron, il n'a certainement pas travaillé contre moi juste parce qu'il avait envie de me faire chier. Pourquoi il a fait venir le Grand-Duc qui n'a jamais été invité pendant 40 ans? Il a invité le Grand-Duc parce qu'il a dû y avoir un deal derrière, évidemment. Parce que derrière, aujourd'hui, Juncker, il l'aurait encore lâché. Mais derrière, il y a la famille grand-ducale, c'est-à-dire la Pointe, qui est aujourd'hui confrontée à cette affaire. Et ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que, comme je le dis depuis le début, le monsieur Grand-Duc, vous devez abdiquer. Terminé, c'est fini pour vous. On ne peut pas avoir un voleur à la tête de votre pays quand même. Ça ne peut pas être concevable. Et puis, ça va, s'il ne comprend pas, ça va très très mal se terminer pour lui parce que, évidemment, qu'il a dû en voler d'autres. Évidemment, on a bien compris que c'était un système. Merci beaucoup, cher Franck. De rien. Merci à toi d'avoir écouté. Ça, c'est une certitude. Je te renouvelle mes félicitations parce que voilà, c'est vraiment très courageux ce que tu fais. Tu dénonces un système européen pourri et vicié. Et il faut plus de gens comme toi, plus de lanceurs d'alerte comme toi. Et ben, je te souhaite le meilleur. Et, on va continuer. On va continuer. On va continuer. Merci. Je vous le promets. Et merci. Vous étiez sur Planète 360 avec Franck Coustet. Passez un bon week-end et au prochain live. Merci, au revoir. Merci à vous, merci à tous. Au revoir.